Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Pour découvrir des itinéraires inspirants, On avait été dans le village de ma mère, j'avais vu ma grand-mère. Je m'en souviens encore de cette phrase. Elle disait, il va falloir que ça se fasse. La peur, elle commence quand elle sort un couteau. On vous écarte les jambes et le coupe, c'est atroce, quoi. De toutes ces épreuves, eh ben, j'en ai sorti une force. Tu es plus qu'une femme qui a été excisée. Tu es beaucoup plus que ça. On peut toujours trouver de la lumière dans les choses les plus atroces. mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et grandir. Alimata, pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle a voulu aller chercher les côtés positifs, si vous voulez, de cette expérience. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Bientôt, Alimata viendra me rejoindre. Française, ses racines plongent dans la terre du Sénégal. C'est là-bas qu'une tradition va changer sa vie à tout jamais. À 5 ans, sans qu'elle s'y soit préparée, Alimata sera victime d'une excision. Étreinte par une honte profonde, elle taira longtemps son histoire avant d'entamer une lente reconstruction. Bonjour, Bonjour, enchanté. enchantée. Je suis ravi de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Alimata. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit café? Je veux bien un thé, s'il vous plaît. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Comment vous sentez? Je suis ravie d'être avec vous, Pourquoi? ici, afin d'échanger, Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? de montrer que on peut vivre des choses difficiles et on peut en faire une force. Ça, c'est ce que je souhaite. Vous savez, je cite souvent Sartre. Sartre dit le problème, c'est pas ce qu'on a fait de vous, mais vous-même ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien et j'essaye de le transmettre à d'autres. Parce qu'on a tendance à, dans le thème qui m'est cher, le combat que je porte à propos de l'excision, on dit dès qu'une femme a subi ça, on lui dit bah ça y est, c'est fini, elle est condamnée. Voilà, non. Certes, c'est difficile, mais on peut passer outre. C'est ça qui est incroyable, c'est que votre message évidemment s'adresse à celles qui, comme vous, ont subi l'excision, mais pas seulement finalement. C'est celles qui ont été trahies, parce que ce qui est particulier, c'est que c'est un acte qui est évidemment considéré comme barbare de notre point de vue. On verra d'ailleurs pourquoi des gens continuent de faire ça. Ensuite, comment on le vit quand on est une enfant, comment on se sent trahi par les siens, parce que finalement ceux qui font ça, ce sont les gens en qui on a le plus confiance. Et puis la reconstruction, dans tous les sens du terme. Exactement, c'est exactement Donc, ça. vous m'interrogez. Physique et mental, c'est les deux qui vont ensemble. Bon. Vous avez raison, c'est ça. Mais quand on vous parlez de trahison, bah, il faut du temps. Je vous dis pas que ça a été facile, il faut du temps, il faut réfléchir, mais il faut aussi comprendre. Moi, je me posais souvent la question, mais pourquoi a-t-elle fait ça? Elle qui dit aimer sa fille, elle a fait cela. Déjà, vous comprenez qu'elle l'a fait parce qu'elle, elle l'a subi. Et que ça se fait de génération en génération. Et pour ces personnes qui quittent l'Afrique et qui arrivent en France, eh ben, souvent, c'est un déchirement. Ils le vivent comme un déchirement. Et la peur première, c'est que leurs enfants ne leur ressemblent pas. Parce qu'ils arrivent en France, ils voient que ça fonctionne totalement autrement. Là, je parle aussi de populations qui n'ont pas forcément été à l'école. Quand vous maîtrisez ni la lecture, ni l'écriture, c'est très, très difficile. Vous avez des enfants qui naissent ici. Vous avez des filles. C'est différent entre les filles et les garçons. C'est-à-dire que quand vous avez des filles, vous vous dites il faut que je les prépare, pas à avoir une carrière. Non, non. L'objectif, quand on a une fille, c'est qu'elle soit bonne épouse et qu'elle soit mère.
Vous savez quoi, on se connaît depuis 3 minutes et vous m'épatez déjà. Ah. Parce que vous avez transformé effectivement quelque chose qui est une tragédie en quelque chose de lumineux, vous êtes dans la transmission. Mais surtout, moi je m'interroge finalement sur qu'est-ce que nous tous, on peut retirer de votre expérience. C'est une expérience extrême, mais j'ai le sentiment qu'il y a des clés pour nous tous dans nos vies, tous les jours, quand on vit des épreuves. Parce que je me rends compte que le pardon, ça passe par la compréhension. Et on est nombreux sur Terre à avoir la sensation qu'on nous a fait du mal. Et comment faire pour continuer à vivre? Ben, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous n'êtes pas dans le pardon, ce qui veut dire que vous êtes dans une espèce de rancune, dans une rancœur, c'est de l'autodestruction. C'est la première fois qu'on se rencontre, là, tout de suite. Oui. Mais je vous ai demandé, en préparant cet entretien, de m'envoyer des photos de votre existence pour mieux vous connaître, mieux comprendre qui vous êtes. Je me suis permis de les exposer dans l'atelier. Je vous laisse parcourir la maison, aller à votre rythme. Et puis, juste après, on se retrouve dans le salon pour ce tête-à-tête, pour comprendre un peu ce que vous avez traversé, pour arriver jusqu'à ce sourire. Ça D'accord, vous va très bien. C'est parfait. Je vous laisse y aller, c'est par là. Je vous remercie. Girls just wanna fun. Oh, girls just wanna fun. The phone rings in the middle of the night. My father, just what you're gonna do with your life. Teddy, you know you're still number one. Girls just wanna fun. Oh, girls just wanna fun. All they really want, some fun. When the working day is done, oh, girls just wanna fun. Oh, girls just wanna fun. Some boys take a beautiful girl and hide her away from the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun. But girls just wanna have fun. Oh, girls. That's all they really want. C'est quoi l'émotion qui domine? En observant ces photos, j'ai le sentiment de voir plusieurs vies. Alors que la Alimata, quand elle était enfant, quand je dis enfant, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'elle est encore dans l'innocence. Quand je vois celle-ci, là, que je vois en gros plan, là, vous voyez une enfant. Et pourtant, elle n'est plus une enfant. C'est-à-dire physiquement, elle a le corps d'un enfant, mais elle est sortie de l'enfance par la force. Parce qu'elle a subi l'excision. Exactement. Cet enfant, c'est vous. Si on imagine par magie que l'adulte que vous êtes avait pu lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui auriez dit pour la suite de sa vie? Je lui aurais dit ce que tu cherches à l'extérieur de toi, eh ben, tu l'as en toi. Arrête de courir un peu partout, essayer de trouver de l'affection, de l'attention ailleurs. Tu as tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin, tu l'as avec toi. On va parler de votre parcours, de votre histoire, d'un sujet très très tabou. Je veux savoir comment vous sentez de parler de ça avec un homme. Avec un homme, et un homme qui est blanc. Un homme, je n'ose pas trop le dire, mais un homme qui... C'est à des années-lumière. Sans doute, vous pensez que c'est une pratique qui... Non, mais je sais que vous voyagez beaucoup, mais quelqu'un d'autre pourrait croire que c'est une pratique qui n'existe plus. Alors que c'est une pratique qui est là, qui est présente, et qu'il y a des femmes qui sont françaises et qui ont subi l'excision. Et là, c'est un peu comme si je vous prenais par la main. Je vais vous montrer des choses... Vous n'avez peut-être pas envie de les voir, mais j'ai envie que vous ayez une trace indélébile dans votre cerveau. C'est-à-dire que quand je vais partir, quand je vais m'en aller, ben vous oublierez pas. Ça, c'est... Si j'y arrive, j'ai gagné. Je suis prêt à vous suivre. My baby
Alimata naît en 1982 à Longjumeau, près de Paris. Elle est la troisième d'une fratrie de 6 enfants. Son père, éboueur, et sa mère, femme de ménage, vivent alors dans un attachement important à leur tradition. Une valeur importante, c'est le travail. C'est gagner sa vie à la sueur de son front. Famille nombreuse qui habite dans quel type d'endroit? À Longjumeau, dans un HLM. Moi, j'étais avec mes sœurs dans la chambre. Mes frères, ils avaient une chambre pour eux. Il y avait 3 chambres, quoi. Une pour les filles, une pour les garçons. Alors nous, comme nous étions des filles, on nous avait des tâches qui sont élevées parce que nous sommes des filles. C'est-à-dire que les filles ne sont pas élevées comme les garçons. Exactement. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Bah, en tant que fille, déjà, on vous prépare à devenir mère et épouse. Et les garçons, on leur apprend à être chef de famille. C'est quand même plus sympa, non? Je trouve que c'est quand même plus sympa de gérer, de dire bah, toi tu fais ci, tu fais ça, que se retrouver dans la cuisine comme ça. Je fais ça moins sympa, mais comme on nous élève là-dedans, c'est-à-dire que vous avez une ligne. Vous devez faire ça. C'est un devoir. Il n'y a pas de négociation. Est-ce que vous avez des copines, du coup, qui ne sont pas du même, Oui, de la même culture que vous, et vous voyez des différences? Bah, des différences flagrantes, oui, parce que je vois bien que déjà c'est des familles qui sont beaucoup moins nombreuses. Où les filles, mes copines, vont avoir une chambre pour elles seules. J'enviais mes copines qui étaient filles uniques. Vraiment, je les enviais. Qu'est-ce qu'elles avaient de plus? Bah déjà le fait qu'elles aient des parents qui maîtrisent la langue française. Je me souviens, quand j'étais petite, j'étais même un peu honteuse parce que je trouvais que ma mère elle avait un accent quand elle parlait français, ou elle était trop différente. Je voulais vraiment entrer dans un moule où on me distingue pas parmi la foule. Comme moi, je viens d'ailleurs, j'ai une couleur de peau qui diffère. Forcément, on me remarque. Alors je me dis, bah déjà, on te remarque avec ça. Alors il faut vraiment que t'essayes d'être le moins visible possible, quoi. Mais par contre, j'avais des copines, on allait jouer, on allait en bas de l'immeuble, on se retrouvait. Et je voyais bien que... Je le ressentais. Je le voyais pas, je le ressentais que c'était un quartier plutôt... Bah, je vais être défavorisé ou... À quoi, enfant, on voit que c'est défavorisé? Bah, la violence, déjà. La violence, vous voyez des gens qui sont alcooliques, des gens qui sont dans la rue. Vous voyez aussi des dealers, des gens qui vendent. C'est-à-dire que c'est assez brut, quoi. Moi, j'étais convaincue d'une chose, c'est que j'allais avoir un avenir meilleur. Pourtant, le ciel d'Alimata va s'assombrir. À 5 ans, elle part pour le Sénégal en vacances. Insouciante, elle va alors y connaître une torture pratiquée au nom des traditions. C'était mes premières vacances, figurez-vous. Alors, Vous partez avec qui? Avec ma mère, mon petit frère et une sœur. Moi, j'étais contente parce que les premières vacances, vous prenez l'avion, alors c'est quand même la grande découverte. Et moi, j'étais quand même assez docile. Je suivais tout le monde. On avait été dans le village de ma mère, j'avais vu ma grand-mère, vu les sœurs de mon père, les frères de mon père. Et au retour, ma grand-mère est rentrée du village jusqu'à Dakar. Ça, je m'en souviens encore de cette phrase. Elle disait, il va falloir que ça se fasse. Vous entendiez cette phrase, Ouais, sans savoir de quoi on constamment. parlait? Ouais, exactement. Je savais pas de quoi on parlait, mais j'entendais, il va falloir que ça se fasse, il va falloir que ça se fasse. C'était une phrase qui se répétait de la part de ma grand-mère. Ma mère disait, mais c'est prévu. Si je me souviens, j'avais une tante que j'aimais beaucoup. Je passais beaucoup de temps avec elle. Alors ils se sont peut-être dit, ça va être plus simple. Alors cette tante est venue me voir. Elle a dit, viens, on va partir ensemble. Moi, j'étais contente. Je m'habille, je mets une petite claquette, là. Je lui tiens la main. Et on arrive dans un lieu. Ça, je m'en souviens, je pense que c'est gravé dans ma mémoire, comme si c'était hier. Sur le sol, il y a un pagne, c'est un morceau de tissu africain, et je voyais des taches de sang. Je savais pas c'était quoi. Il y a une fille juste avant moi, je la vois se lever, s'allonger sur le pagne, où elle a pas de culotte, elle a rien, elle a les jambes écartées, et je vois une femme âgée, hein, qui prend une espèce de pommade, qui met sur son doigt et qui applique à l'intérieur de son sexe. Moi, je sais pas. Il y a un moment, la jeune fille se lève et elle s'en va. Et la dame dit, à ton tour, viens. Moi, j'y vais, sans sourciller. Elle me dit, enlève ta culotte, ta jupe, et j'enlève. Et alors après, elle me dit, allonge-toi, je m'allonge. Et il y a des femmes qui vont, j'allais vous tenir, il y a des femmes qui vous tiennent le bras, tout ça. Quand vous êtes en, vous comprenez pas, vous asseoir. Mais la peur commence ou pas? Pas encore. La peur, elle commence quand elle sort un couteau.
Vous savez, c'est un... Des gens qui vous tiennent et vous voyez un couteau, vous avez Ouais, ça. ouais, voilà, il tient un Et couteau. on vous a pas prévenu de Ah, rien. rien, rien, rien. Et alors après, c'est l'acte, c'est-à-dire qu'on arrive, on vous écarte les jambes, cette femme prend le clitoris avec la main et prend un couteau et le coupe. Et vous savez, c'est-à-dire que elle ne coupe pas d'un coup, c'est-à-dire que c'est comme si, vous voyez, voilà, si vous permettez, elle prend elle coupe comme ça. Elle tire et elle coupe comme ça. Donc c'est que vous sentez les allées et venues. Exactement. Les allées et venues du couteau, et à vif. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a rien. Alors je me souviens, un des cris, mais énorme. Et vous savez, après, vous essayez de vous débattre. Parce que, c'est un instant de survie. Alors on vous tient encore plus fort. Et elle coupe. Alors elle coupe un morceau. Et suite à cela, moi je me dis, ça y est, elle a fini, quoi. Elle est là, elle prend une espèce de petite bouteille. Moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Elle ouvre la petite bouteille et elle arrose le sexe comme ça. Sauf que c'est de l'alcool à 90 degrés. Alors il y a une brûlure intense qui m'envahit. Alors je crie encore plus fort, quoi, tellement c'est atroce, quoi. Et surtout, vous cherchez de l'aide. Mais les gens qui vous tiennent, il n'y a personne qui vient... Et je comprenais pas, je me suis dit, mais ils m'ont fait ça, et j'avais le sentiment qu'ils m'ont fait ça sans que ma mère soit au courant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une douleur physique, une incompréhension, parce qu'on ne vous a rien expliqué, vous ne savez même pas de quoi il s'agit, et puis ceux en qui vous aviez confiance, c'est-à-dire cette tante pour laquelle vous aviez de l'affection, elle fait partie de l'opération. Donc ça ressemble à un kidnapping. C'est-à-dire que là, on est vraiment du point de vue de l'enfant. Après, on va essayer de comprendre ce que vous avez compris dans cette histoire, quelles ont été les conséquences, si vous en avez parlé. On verra que c'est très, très tabou. Mais à ce moment-là, du point de vue de l'enfant, c'est l'incompréhension totale. Mais c'est ça, et surtout, parce que vous ne comprenez pas que on puisse vous faire mal. C'est quand vous êtes petite fille, c'est-à-dire quand vous faites les choses, vous voulez faire plaisir. Soit à votre mère, à votre tante, c'est-à-dire que vous êtes quand même dans l'affection. Et là, on vous attrape, on vous fait ça. Et en plus, ça veut dire qu'après qu'elle jette l'alcool, elle revient encore dessus avec le couteau. Avec le couteau, pour recouper les bouts voilà. Et elle rejette encore de l'alcool dessus. Et après vient le moment de la fameuse pommade. Et là, je comprends. C'est-à-dire que la petite fille qui était avant moi, quand on lui a mis la pommade, c'est-à-dire qu'on lui avait fait la même chose avant. Et moi, après, on m'a mis la fameuse pommade. Je me souviens encore, je me lève, difficilement, vous imaginez. C'est-à-dire que je marchais, j'avais les jambes écartées, parce que, voilà. Et je retourne voir ma mère. Tout le monde était là, comme si c'était rien n'était. Et j'arrivais pas à m'asseoir. C'est-à-dire que je pouvais pas m'adosser. J'arrivais pas. Et je me souviens, on m'avait mis une espèce de petite chaise près du mur, et on m'avait donné à manger. Et plus jamais on me parla de cet acte. Vous entendez? Plus jamais. C'est-à-dire que vous venez de dire un truc incompréhensible, terrible, avec de la violence. Il y a un couteau, on vous mutile, et en fait, à aucun moment, quelqu'un vous parle de ce qui vient de se passer. C'est comme si ça n'avait pas existé. Exactement. Et vous, l'enfant que vous êtes, vous en parlez pas à votre mère de qu'est-ce qui vient de se passer? Vous ne posez même pas de questions? Non. Parce que je comprends qu'elle est au courant. Parce que quand elle me donne à manger et qu'elle voit que je marche difficilement, et qu'elle me pose pas de questions, j'en pose pas. J'en pose plus aucune. Et quand on voit votre caractère aujourd'hui... C'est pas la même. Mais à ce moment-là, même. Quel est le degré de complicité que vous avez avec votre maman? Moi, je sais pas, je peux parler de complicité. Moi, on n'est pas du tout, c'est pas dans ce registre-là. Il y a les parents là, et là, il y a les enfants, quoi. Les parents, ils élèvent les enfants, ils éduquent les enfants. Stop. Vous rentrez en France, ouais. Vous reprenez votre scolarité. Est-ce qu'il y a des conséquences d'abord physiques et psychologiques de ça? Psychologique, c'est... Petite, je me rendais pas compte, psychologique. Et moi, je pensais qu'on faisait ça à toutes les petites filles. Toutes? Quelle que soit l'origine, oui, quelle que soit la couleur. Oui, je pensais que c'était une norme. Je pensais que c'était une norme. Et surtout qu'après l'acte, moi, je suis retournée à l'école maternelle. Et vous voyez un enfant qui marche un peu difficilement et qu'il n'y a aucun adulte qui est venu pour dire pourquoi elle est comme ça ou, Moi, je suis convaincue que la petite fille, elle a changé. Le regard était différent. Il y a quelque chose qui a fait que c'était plus la même. Peut-être après, on n'a pas voulu voir. Ça aussi. Parce que moi, je suis convaincue qu'au PMI... Protection maternelle infantile? Oui, voilà. Avant que je parte, le médecin m'a vu, comment j'étais. Physiquement, il a vu. Et quand je suis revenue, il a vu que la petite fille a été excisée. Physiquement, il l'a vu. Mais à l'époque, on disait, mais c'est des pratiques culturelles. Et une petite fille qui marche un peu en biais, vous voyez, et si vous posez pas de questions,
vous vous rendez complice de l'acte. C'est ça, au fond, qui va vous mettre en colère des années plus tard, c'est de comprendre que cet enfant va subir et qu'il n'y a personne qui lui vient en aide et que finalement, tout le monde est complice d'une manière ou d'une autre. Fermer les yeux, c'est se rendre complice. Pour l'entourage d'Alimata, la tradition ne saurait être discutée. Pourtant, la petite fille grandit avec le sentiment d'être incomplète, peut-être pas tout à fait femme. C'est à l'école qu'elle va brutalement comprendre ce qu'elle a subi. C'est dans un cours de biologie que vous réalisez ce qu'on vous a fait subir, en fait. En cours de biologie, Quel âge? je crois que j'avais peut-être 13 ans, 14 Peut-être ans. en 5e? Ouais, quelque chose comme en 5e, ouais. Et il y a des appareils, on grossit l'appareil génital de la femme. Alors il fait le cours, il monte les lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres, les clitoris. Et quand je vois ça, je me suis dit, dans ma tête, je dis rien à tout le monde. Je dis, toi, t'as pas ça. Et après, le prof, il commence à parler de l'excision, il dit, en Afrique, il y a des pratiques où on enlève le clitoris, c'est l'excision, c'est interdit en France, c'est puni par la loi. Il explique. Moi, je dis rien. Et après, c'est la prof d'histoire géo, là, qui m'alpague en plein cours. Je me souviens encore, c'était sur la géographie de l'Afrique. Elle arrivait à l'excision, on parlait de la géographie. Elle dit, toi, là, devant toute la classe, toi, il va falloir que tu te battes, là, contre ces pratiques de l'excision, là. C'est ce qui se passe chez vous. J'avais tellement honte. Dieu seul sait à quel point j'avais honte d'être associée à cet acte. C'est là que je me suis dit, déjà, tu vas pas en parler, parce que déjà, quand t'en parles pas, on vient t'associer à cet acte. Alors, bon, tu prends sur toi. Ou, quand on te pose la question, tu dis que t'as pas été excisé. C'est-à-dire que si on vous pose la question, vous décidez que vous allez mentir et vous dites non, je n'ai pas subi ça. Et à ce moment précis, quand vous vous dites ça, pourquoi on décide de mentir? Je veux qu'on me laisse tranquille. Et je veux pas qu'on me pose des questions. Là, vous êtes en 5e, vous découvrez ce que vous avez subi. Est-ce que vous comprenez ce que vous avez subi? C'est-à-dire, est-ce que les raisons pour lesquelles on fait ça à ses enfants, vous le savez? Je sais qu'il y a un lien avec, il faut rester propre jusqu'au mariage, faut pas avoir des enfants, faut pas tomber enceinte avant le mariage. Ça, c'est une phrase que vous entendez. Et aussi, je vais beaucoup lire à cette époque. Je me souviens, j'allais à la bibliothèque municipale de Longjumeau, où je passais des après-midi à lire des récits de vie de femmes. Vous allez chercher des réponses dans les livres. Dans les livres, puisque exactement. personne ne parle de rien. Voilà, c'est ça. Et ce qui est fou, c'est que cette petite fille a un instinct de survie, parce que vous allez comprendre plus tard que c'est par les livres et l'éducation que vous allez vous sauver. On se demande comment cette adolescente qui a vécu ça, qui a subi ça, qui est la fille qui est en face de moi, c'est-à-dire qui comprend plein de choses, comment vous allez réussir à survivre? Et je crois que Céline Dion y est pour quelque chose. Ah ouais, j'adore. J'adore. Explication. Alors, Céline Dion, pour moi, c'est... Je me souviens quand j'étais jeune, parfois c'était difficile. Je pleurais et tout. Et quand je pensais à Céline Dion, ou quand j'écrivais, parce que j'écrivais à Céline Dion, j'expliquais ce que je vivais et tout ça. Vous expliquez à Céline Dion ce que vous avez subi. Ce que j'ai subi, ce que je vis. C'est-à-dire que dans le moment où... Parce que certes, il y a l'excision, mais il n'y a pas... L'excision est possible quand il y a un environnement qui fait que. Sans l'environnement, l'excision ne dure pas. Et c'est-à-dire des espèces d'incompréhension, parce qu'il y a un souci, comme moi je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai des copines, je vois bien qu'elles n'ont pas du tout les mêmes vies que moi, elles ont le droit de faire des choses que moi je n'ai pas le droit. Et moi je subis ça comme une injustice, quoi. Je me dis pourquoi elle a le droit et pas moi. De quoi, par exemple? D'aller dormir chez une copine. Chez nous, ça ne se fait pas. Alors mes copines disent pourquoi tu viens pas dormir? Mais quand je demandais, mais papa je payais, ils disaient non. Et on n'expliquait pas pourquoi. Non, c'est comme ça. Et moi, je trouvais ça injuste. Pourquoi elle a le droit? On faisait pas des trucs. Donc, vous en parlez à Céline Dion. Voilà, exactement. Non, mais c'est extraordinaire, c'est que vous parlez de rien à personne. Les professeurs, les adultes, on a honte de tout. Et d'un coup, il y a quelque chose d'incroyable. Non, mais parce que cette femme, elle symbolise pour moi. Je me suis accrochée à elle parce que tout est possible. C'est ça qu'elle incarne à ce moment-là, pour vous, l'adolescente. Pour moi, elle incarne, c'est-à-dire qu'on peut partir de rien et arriver quelque part. Et c'est aussi une femme, dans ses chansons, qui me touche profondément. Laquelle vous touche à ce moment-là, de l'adolescence? Là, c'était l'album 2, le premier album qu'elle a fait par avec Jean-Jacques Goldman. Exactement. Destin. C'est quoi les paroles? Il n'y a pas de voile au volet de mes frères, il n'y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes chemins. Où le refrain, c'est « tel est mon destin ». Ainsi passent mes heures au rythme tétard des battements de mon cœur.
Qu'est-ce que ça dit pour vous? Qu'il y a une destinée, quoi. Il y a une destinée. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rencontres. C'est-à-dire que ça peut être très très dur, mais tu peux rencontrer quelqu'un qui va te dire, qui va te regarder, qui va voir que tu existes, que tu es là, et qui peut te dire, t'as quand même des talents, quoi. Tu peux faire des choses. Et je pense que Céline Dion, c'est ça. Et Céline Dion, c'est une telle carrière. Avec cette femme, je l'ai appris après. J'ai appris ce qu'était aimer quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Et comment vous vivez adolescente, vous qui ne savez pas à qui vous adresser, le fait que cette personne, qui est donc une star planétaire, il y a des millions de gens, mais j'aime toujours, le fait qu'elle ne vous réponde pas, comment vous le vivez? Et parce que je lui envoie pas les lettres. C'est pour ça qu'elle ne veut pas me répondre. C'est incroyable ce que vous me dites. C'est que moi, quand vous dites j'écris à Céline Dion, c'est presque une métaphore. Vous écrivez, mais vous ne les envoyez pas. Non. Non, je les garde. J'ai pas le droit de plomber l'autre. Avec mes soucis, avec mes problèmes. J'ai pas le droit d'entrer trop dans son espace. Alors je préfère écrire. Et après, je garde ça pour moi. C'est ça. J'espère qu'elle les lira un jour, ces lettres. Pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai une très très grande passion. C'était même excessif. Je me souviens encore que mes parents m'avaient donné les sous, j'étais au collège, pour mes affaires d'école. Il s'était sorti un coffret avec une cassette vidéo, avec des photos et tout. Moi, avec les sous, au lieu d'aller acheter les affaires d'école, je suis partie acheter ça. Je vous dis pas, j'ai été punie, mais comme pas possible. Vous avez acheté le coffret? Ouais. Moi, cette femme, quand je l'entends, c'est quelque chose qui m'émeut profondément. C'est-à-dire que pour moi, sa voix, c'est d'une telle beauté que j'en pleure. Vous me donnez les larmes aux yeux, et je pense que si elle entend ce que vous dites, elle aussi, elle pleurera. Mais en tout cas, j'espère qu'elle regardera l'émission et qu'un jour, peut-être, ou peut-être Jean-Jacques Goldman, qui vit en France, on sait jamais, qui puisse m'offrir la possibilité de voir scène. Parce que moi, vraiment, cette femme, j'enregistrais ses interviews, j'avais énormément de cassettes vidéo. Qu'est-ce qu'elle a pu dire, par exemple, en interview, qui vous a aidé, vous, cette petite fille, qui, encore une fois, avait subi la barbarie et qui pouvait n'en parler à personne? Elle disait, je me souviens d'une interview, elle disait, dans ce monde, ça sert à rien de faire la concurrence entre nous. On peut tous les deux être chanteurs, mais chacun sa place. Chacun sa place. Elle me dit, moi, quand je chante, ce que je vais faire, c'est faire du mieux que je peux. Mais pas me dire, pas lui par rapport à lui, non, du mieux que je peux. Et c'est déjà ça l'essentiel. C'est ça que j'ai appris. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est d'imaginer qu'il y a un émetteur, un auteur, Jean-Jacques Goldman, une chanteuse, et qui va parler à des millions d'êtres humains sans les connaître, et qu'elle va toucher vraiment dans l'intime de quelqu'un qui vit quelque chose de triste. Ça me bouleverse. Je ne savais pas pourquoi j'aimais les artistes, maintenant je sais pourquoi. Je pense que c'est ça, un artiste. Évidemment, on voit qu'aujourd'hui vous avez surmonté beaucoup de choses, donc on va essayer de comprendre comment vous avez fait pour comprendre vos parents, comment vous avez fait pour pardonner et comment vous avez fait pour vous reconstruire. D'abord, c'est passé par les études. Vous avez fait des études et j'aimerais savoir comment ça se passe dans votre famille, comment ils vivent le fait que vous fassiez des études. À la fac, quand j'ai eu ma licence, mon père était fier, c'est-à-dire qu'il m'a regardé, chez nous on parle pas beaucoup, il m'a dit toi, tu as eu ta licence? J'ai dit oui. Il a souri, vraiment il a acquiescé de la tête. J'avais pas encore, n'étais pas encore dans le pardon par rapport à l'excision, mais j'étais dans une espèce de quête. Dans une quête. Entre guillemets, je me disais, il faut que tu redeviennes normale. Et j'étais tellement obsédée. C'est quand j'allais chez le médecin ou quand j'avais un examen, même chez la gynéco, je lui demandais, est-ce que je suis comme les autres? Et je me souviens, la gynéco, elle disait, ah mais oui, je vois pas trop de différence. Elle mentait. À 24 ans, Alimata est désespérée. Elle se sait différente et ne le supporte plus. Elle se lance alors dans un processus de reconstruction physique, l'espoir d'être enfin une femme comme les autres. Je vais au GAMS, c'est l'association là, qui lutte contre les mutilations sexuelles faites aux femmes. Et sauf que là, j'assumais pas du tout être excitée. Alors j'arrive, je vois les dames, bonjour, bonjour. Puis il y a une table, je m'assois et je prends les magazines, je regarde. On parlait des mutilations sexuelles faites aux femmes, je dis rien. J'observe les dames. Il y a une autre jeune fille qui rentre et qui demande à avoir le numéro du docteur Pierre Foldès à la clinique où il opère. Et là, j'entends ça. Et là, après, je me lève, je lui dis, moi aussi, je veux le numéro. Elle me donne le numéro, je prends mes affaires et je m'en vais. Parce que vous avez honte? Et j'ai honte. En plus, cette dame m'a dit, mais vous pouvez venir à des conférences et tout. Je dis, ouais. Et je prends mes affaires et je me suis dit, mais attends, dans ma tête, je me suis dit, mais elle est malade ou quoi? Il est hors de question que je sois associée à cet acte. Moi, je vais venir à une conférence pour parler d'excision. Comme ça, les gens vont se dire, bah ouais, elle, c'est
Elle a subi l'excision, comme si j'allais avoir l'étiquette a subi l'excision. J'ai pris le numéro, tout de suite. Après, j'ai téléphoné au docteur Pierre Foldès. Il a regardé si j'étais opérable ou non. Elle consiste en quoi cette opération? À vous reconstruire, ça veut dire quoi? Physiquement, reconstruire, ça veut dire que quand on vous excise, on enlève la partie du clitoris qui est à l'extérieur. Mais le clitoris, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'ils enlèvent la partie visible. Et le docteur Pierre Foldès, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il prend un scalpel, il l'ouvre, il écarte, il prend le clitoris, il tire, et après il va recoudre au niveau des extrémités. C'est-à-dire que vous allez avoir le petit bout qui ressort. C'est ça l'opération. Pourquoi c'est important pour vous à ce moment-là? Je voulais être normale. Je veux être normale, je veux ressembler à tout le monde. Je veux que quand la gynéco elle le regarde à l'intérieur de moi, elle voit pas de différence avec les autres femmes. Mais sauf que c'est pas magique. C'est pas on fait l'opération et hop, c'est parti. Et surtout que je l'avais pas dit. Et comme je l'avais pas dit, il faut faire comme si de rien n'était. Et je faisais le docteur Pierre Foldès, il m'avait dit surtout ne restez pas debout. Parce que si vous restez debout, ça gonfle et ça va vous faire mal. Sauf que comme moi, il fallait que je prenne mon quotidien et tout, ça gonfle, j'avais tellement mal, je devais aller à la fac. Je pleurais. Je me souviens encore dans le métro, je pleurais. Quelles sont les conséquences de l'excision sur les relations intimes? C'est plutôt comme des coups de couteau. C'est-à-dire qu'une relation sexuelle pour quelqu'un qui est excisé... C'est comme si on vous mettait des coups de couteau. Au lieu de l'associer au plaisir, on l'associe à la douleur. C'est ça le problème, c'est que vous l'associez à la douleur. Et même le sexe de femme est vu comme quelque chose de sale. C'est-à-dire que vous rejetez une partie de vous-même. Si vous rejetez une partie de vous-même, comment voulez-vous après avoir du plaisir? C'est-à-dire qu'après, il y a un vrai travail à faire. Mais quand vous faites l'opération, moi, à mon époque, il n'y avait pas de suivi psychologique. Maintenant, ça a changé. Et comme c'est pas magique, je me dis, attends, il n'y a pas de différence avant ou après l'opération. Et c'est là qu'on m'a dit, attends, Alimata, il faut faire un vrai travail dans ta tête. Mais pour faire ce nécessaire travail psychologique, Alimata sent qu'elle doit mettre de la distance entre elle et sa famille. 2 ans après son opération, elle décide alors de partir au Canada. Partir loin, parce que c'est la découverte de l'Amérique. Moi, j'adore l'Amérique. Canada, le pays de Céline Dion. Le pays de Céline Dion. Mais voilà, c'est une autre manière de penser, c'est une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire? Une autre manière de penser, c'est que quand j'arrive là-bas, quand on m'entend parler, on me dit, t'es française, toi. On peut dire, t'es sénégalaise, déjà. C'est des choses qu'on a gardées en tête. Et donc quand la on va discrimination que vous aviez pu vivre ici, vous ne la vivez pas là-bas? Non, pas du tout. Les gens étaient compréhensifs. Et surtout, c'est un pays où on est totalement libre. Ça veut dire quoi? J'avais le sentiment que je pouvais faire ce que je voulais, qu'il n'y avait aucune limite. Et qu'il n'y a personne qui allait me juger. Alors vous parlez de ça comme d'un paradis, et c'est pourtant là-bas que vous allez faire une dépression. C'est normal, parce que quand j'étais ici en France, j'étais dans le combat. Et quand vous êtes dans le combat, vous n'avez pas trop le temps de penser, de réfléchir. Mais là, quand vous êtes là-bas et que vous êtes lent, vous n'êtes plus en danger. Et donc on se met à penser? On se met à penser... C'est-à-dire que c'est petit à petit que les choses se font, ça se dégradait. En s'éloignant, Alimata baisse les armes. Ce calme soudain la conduit dans un premier temps vers une profonde dépression. Elle mange de moins en moins et réalise que malgré l'opération, le vrai travail de reconstruction reste à faire. Et donc, vous voyez que vous êtes malade, c'est quelque chose de physique, ou vous comprenez que ça se passe là-dedans, à ce moment-là? Déjà physiquement, je vois que je suis malade parce que je dors, je pouvais dormir de 17h de l'après-midi jusqu'au lendemain à 7h parce qu'il fallait que je me lève pour aller travailler. Un des signes de la dépression. Ouais. Mais je continuais à aller travailler. Je continuais à aller travailler et après ça, c'est tombé encore plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, ça voulait dire, t'as pas encore compris, hop, je te remets une couche. Qu'est-ce qui va vous rattraper en fait? Je voyais pas d'avenir. Je me disais tout ça pour ça. Quand je voyais les batailles que j'ai menées et le résultat, je me dis, regarde en France, ce que t'as fait, quoi. Pour faire des études, pour te battre, pour avoir même des stages, des emplois. Le fait d'être noir, c'est ça que vous voulez dire? Et femme. Moi, j'ai un prof qui m'a dit, il m'a dit, Alimata, t'as 2 défauts, tu es femme et noire. Moi, la messe est dite. C'est clair. Tout est dit, c'est très très clair. C'était ça qui vous rendait triste. C'était l'idée que, après ce que vous aviez vécu, vous auriez mérité qu'on vous laisse tranquille. Non, il fallait se battre pour exister, trouver sa place, trouver du travail, trouver un appartement. C'est ça, trouver un appartement et qu'on vous renvoie, parce que on vous renvoie à quelque chose que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'une couleur de peau puisse définir une identité. Ça va au-delà de cela. Et quand on me dit oui, mais parce que moi, j'étais nounou.
dans des familles très aisées parisiennes. Et quand on me voyait lire, je me souviens, je lisais Madame Bovary de Flaubert. Et là, voilà, on me regardait, on me disait, mais ah bon, vous lisez ça? On est noirs, on n'est pas débiles profonds. C'est pas synonyme. Surtout quand vous pensez à des auteurs comme Senghor, agrégés de grammaire, ou des gens comme Césaire, ou Dany Laferrière. Ils sont noirs, mais ils sont brillants. Et la maîtrise de la langue est telle que moi, je trouve ça très, très admirable. Et quand je me comparais à mes copines qui étaient françaises blanches, qui en connaissaient beaucoup moins que moi, je trouvais ça injuste, quoi. Et c'est justement un livre qui va vous donner l'envie de vous en sortir. Oui, j'ai une amie qui m'a dit, lis ce livre, La musique des anges, et j'ai découvert Catherine Ben Saïd. Et là, je me suis dit, putain, j'ai dit, cette femme, excusez-moi, je devrais Si pas... c'est ce que vous êtes dit à ce moment-là, autant le dire. Je lis ce livre, et je me dis, cette femme, elle a compris pourquoi nous sommes sur cette terre, et pourquoi nous vivons ces expériences de vie. Je vous écoute. En la lisant, je me suis dit, les expériences de vie sont là pour nous faire grandir. Et qu'il n'y a pas de hasard. Donc vous comprenez que toutes ces épreuves ont un sens. Exactement. Ils ont un sens, et que de toutes ces épreuves, j'en ai sorti une force. Alors on verra ça avec elle parce que vous allez me la présenter, ça c'est un privilège incroyable. Et ensuite, qu'est-ce qui va vous aider à vous en sortir? Et le centre de femmes, c'est un centre qui accueille les femmes du côté Québec, à Gatineau, au Canada, où il y a eu un groupe de femmes, on était 8 je crois, il y avait un groupe de parole, c'était connaissance de soi. Et là, c'était des femmes qui parlaient de leur propre expérience, et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas la seule à souffrir, et qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui souffraient, mais on a tendance à se croire seule dans sa douleur. Ça c'est un des enseignements qu'il faut tirer de votre histoire? Oui, c'est ça, on n'est jamais seul, hein. Il y a toujours des douleurs d'autres, mais vous savez ce que dit Baudelaire. Qu'est-ce qu'il dit Baudelaire? J'ai l'impression que vous l'avez connu. Non, je ne l'ai pas connu Qu'est-ce qu'il dit, personnellement. Et j'aurais bien voulu le connaître. Vous imaginez Baudelaire et Céline Dion? Oui. Ah, c'est pas mal, hein. Il n'y a rien de plus semblable que de douleur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des expériences douloureuses différentes, vous et moi, et la manière dont je vais décrire le ressenti, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. J'en suis convaincu. Sinon je ne serais pas dans ce canapé avec Ça, c'est vous. vrai. Il est vrai. Et c'est là que vous rencontrez France? Oui. J'entends dans le centre des femmes qu'il va y avoir France qui va faire une introduction dans ce qu'elle fait, comme elle est formatrice, coach en croissance et développement personnel. Moi, j'y vais, j'ai parlé d'excision, et à la fin, je suis partie la voir et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as pensé quand j'ai parlé de ça? Dis-moi la vérité. Elle m'a dit, je t'ai trouvé courageuse de le dire, ça doit pas être évident et tout. Et moi, je pensais que ça allait susciter plutôt du rejet ou du dégoût. Je pensais susciter du rejet et du dégoût par l'acte que j'avais subi. Et là, elle m'a dit, mais non, Alimata, t'es victime. T'es pas responsable, t'étais une enfant. Et elle me dit, mais Alimata, quelque chose d'essentiel. Alimata, tu es plus qu'une femme qui a été excisée. Tu es beaucoup plus que ça. Ton identité, c'est pas de femme excision. Alors que vous étiez focalisé sur ce que vous aviez subi, sur ce que vous ne racontiez à personne. Ça avait pris une place énorme dans votre vie, dans votre tête. Ça me bouffait, quoi. Ça me bouffait de l'intérieur. Mais au fond, si on devait résumer, encore une fois, les enseignements de votre histoire, qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne? Que tout est possible, déjà. Et que les femmes qui ont subi ça, il faut entendre, comprendre ce qu'elles ont subi. Et surtout pas leur dire « t'es victime, c'est fini pour toi », tenir ce type de discours parce que c'est fataliste. Et le problème avec les femmes qui ont subi cette excision, c'est qu'on leur dit souvent ça. Et moi, je me lève contre ça parce que là, c'est comme si vous leur dites ça y est, c'est fini, quoi. Non, la vie continue et qu'on peut toujours trouver de la lumière dans les choses les plus atroces. Moi, c'est ce que j'ai compris. Moi, c'est ce que je vais retenir. Et je suis impatient de voir avec elle, effectivement, quels enseignements on peut tous tirer dans nos vies, même si on n'a pas subi ça, mais peut-être d'autres épreuves, ce qu'on peut tirer de votre expérience. On voit ça avec elle? Très bien. Je vais les chercher. À tout de suite. À tout de suite. Mes invités, comme Alimata aujourd'hui, ont ce genre de force et de pudeur qui permet de dépasser tous les obstacles. Pourtant, une question s'impose, comment a-t-elle fait? C'est pour tenter de répondre à cette question que j'ai voulu aujourd'hui écouter Catherine et France, les amies d'Alimata, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. Son passé fait d'elle quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle a voulu aller chercher les côtés
positif, si vous voulez, de cette expérience. Je ne suis pas obligée de subir, de ne plus être que victime. On est beaucoup, 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 beaucoup plus grand que ce que l'on a pu subir. Je sais que France vient spécialement du Québec. Oui, pour la première fois. Première fois à Paris, première fois en Europe. Qu'est-ce que ça vous fait, Alimata, de savoir ça? Bah, je suis vraiment ravie qu'elle soit venue à moi. Et surtout que là, elle me voit, je suis bien, je suis en bonne santé, Oui. je suis optimiste. Elle vous a pas connu comme ça. Non, elle m'a vue dans un autre ça, état. voilà. Bon. Elle m'a vue dans un autre état. Bon, ce qui est important, c'est que moi, je viens de rencontrer voilà, Alimata en tête à tête. J'étais estomaqué, bouleversé. J'ai pas de mots, en fait, pour dire ce que j'ai ressenti, parce qu'elle m'a autorisé à poser toutes les questions que je m'étais posées sur la question de l'excision, que je n'avais jamais osé formuler. Et puis j'ai aimé sa manière de le raconter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'authenticité, de franchise. Et elle parle des hauts et des bas, et de surtout comment on peut se reconstruire. Et au fond, la question, c'est quel genre d'enseignement on peut tous tirer de son expérience. Et je sais que vous êtes deux femmes qui l'avaient aidée, au fond. Donc elle va nous dire en quoi vous l'avez aidé et en quoi son expérience peut tous nous aider finalement à se remettre des pires épreuves. Oui, oui. Alors, un petit mot sur France. Bah, France, je l'ai rencontrée dans le centre de femmes La Destinée, quand je vivais au Canada. Et il y a eu un moment, il y a eu une pause, et j'ai été voir France, et j'avais posé la question. Déjà, je voulais déjà voir sa réaction. J'avais dit, France, est-ce que tu as déjà travaillé avec des femmes qui ont été excisées? Et donc c'est une forme, elle me l'a expliqué, c'est une manière de dire allez, on voit ce qui se passe. Et vous, à ce moment-là, dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites quand elle vous dit ça? L'excision, je connaissais le mot, mais j'avais jamais Rencontré quelqu'un touché qui de l'avait vécu. proche. Et puis, je lui ai dit non, je n'ai jamais travaillé avec des gens qui ont eu cette expérience, des femmes, mais je pense que ce que je fais pourrait peut-être t'aider. C'est l'essence de mon travail, c'est de trouver un sens, d'aller voir que dans le défi, il y a aussi, je dis souvent des cadeaux, des fois ça peut même choquer. Mais c'est formidable parce qu'on voit bien que le vocabulaire change beaucoup de choses. Oui, donc c'est ça, il y a des cadeaux dans ces épreuves, il y a des choses qui ont émergé. Alors quand on a 5 ans et qu'on vit effectivement l'excision et qu'on est enfant et que d'un coup les gens à qui on est censé faire confiance finalement sont complices et qu'en plus c'est tabou et qu'on n'en parle plus jamais, qu'on garde ça pour soi toute une vie, il est où le cadeau? Ah, mais dans un premier temps, vous voyez pas de cadeau, là. Déjà, il faut que vous appreniez à vivre avec. C'est ça. L'acceptation. L'acceptation. L'acceptation n'est pas l'approbation. Moi, avant, je faisais une confusion entre les deux. Alors, quand on me disait, Alimata, il faut que tu acceptes, je disais non. Moi, je n'approuve pas cet acte, alors je ne vais pas accepter. Mais tant que j'étais là-dedans, dans le rejet, je rejetais une partie de moi-même. Et j'étais même dans l'autodestruction. Parce que je n'aimais pas ce corps qui avait été atteint par un autre, quoi. Et quand j'ai commencé à comprendre, moi, j'ai rencontré Catherine à travers ses livres. C'est mon amie qui m'avait dit, prends le livre La musique des anges. Voilà. Et puis ces petits livres-là. Voilà, ce petit livre qui peut sauver une vie. C'est assez fascinant. Oui. Et à travers les mots de Catherine, déjà quand je l'ai lu, je me suis dit, cette femme, elle a compris qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous comprenez de vous? Il doit y avoir il doit y avoir la lumière. Parce que dans la musique des anges, elle montre bien vous avez beau avoir des épreuves, vous allez quand même rencontrer des gens qui vont vous tendre la main. Et moi, je voulais pas avoir ça. Je voulais être dans une espèce de noirceur et je nourrissais ça. Hein. Faut être clair, je nourrissais cette noirceur. Et en la lisant, je me suis dit, ouvre ton horizon. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont te tendre la main, il y a des gens qui t'ont aidé. T'as peut-être oublié. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais il y a aussi des gens qui ont été bons pour toi. Ouvre les Et yeux. la charge émotionnelle de ceux qui ont fait du mal est tellement forte qu'on ne voit pas les autres. Ouais, c'est ça. Elle est tellement forte et je pense qu'il y a une part de ma part qui ne voulait pas voir. Mais pour qu'on respecte la chronologie, France, qu'est-ce que l'histoire, finalement, de cette jeune fille peut nous enseigner? Je pense que Alimata est un exemple vivant que on ne doit pas se laisser définir par nos souffrances, quelles qu'elles soient. Souvent, on est la souffrance. Oui, mais si on cherche, on peut trouver comment, en fait, ces souffrances-là ont contribué à faire qui on est, mais dans le mieux. Donc, Alimata, pour moi, c'est un exemple vivant. Son passé fait d'elle quelqu'un d'extraordinaire parce qu'elle a voulu aller chercher les côtés positifs, si vous voulez, de cette expérience. Parce qu'avant qu'elle nous dise qu'elle a retenu, finalement, qu'est-ce que vous allez essayer de lui transmettre à ce moment-là?
fallait qu'elle réalise quoi? Ben, moi, je ne les connaissais pas. Hein. Alors, mon rôle, c'était de l'accompagner dans un processus où elle trouverait elle-même ses réponses. Qu'est-ce que vous avez vu? Racontez-nous la transformation, parce que moi, je la rencontre aujourd'hui, donc je vois qu'elle... Alors, je pense qu'une grande souffrance, c'était l'enfance perdue. Donc, des rêves qui n'étaient pas là. Mais en fait, elle a pu découvrir que c'est dans la littérature qu'elle s'était trouvée. Alors, sa souffrance l'avait un peu amenée à se découvrir et à émerger dans la littérature. Alors ça, c'était extraordinaire. Mhm. Et donc, qu'est-ce qu'elle a révélé, finalement, France, chez vous? En quoi cette tragédie avait fait de vous quelqu'un que vous êtes aujourd'hui? Je pense que, comme je dis souvent, ma névrose est vaste et profonde. Alors, et avec France, je me suis rendu compte que les choses qui m'avaient manqué, et je les avais eues, mais autrement. Par exemple? Une espèce de quête d'affection, de vouloir absolument être aimé par tout le monde, coûte que coûte, quitte à ne plus être soi. Donc ça, c'est quelque chose d'universel. Et en quoi vous l'aviez vu autrement? Heureusement que je ne l'ai pas eu par mes proches, parce que je n'aurais pas été aussi ouverte. C'est-à-dire, si c'était dans mon univers, dans la sphère familiale, je pense que je serais restée dans un schéma... j'aurais été dans la répétition. Dans la reproduction. Et donc, au fond, France, pour que je comprenne bien ce qui peut s'appliquer à nos vies, c'est que quand on a vécu, de votre point de vue, des choses comme ça si fortes, si graves, des charges émotionnelles si puissantes, en fait, on focalise là-dessus et on ne se rend pas compte que pour arriver là où on est, il y a eu d'autres gens qui faisaient peut-être moins de bruit, qui faisaient moins de mal, mais qui avaient de l'importance. C'est ça que vous voulez nous dire? Oui, alors sous différentes formes, la lumière a été présente. Mais comme on était un peu attaché à vouloir avoir cette lumière dans une direction, dans une forme, ben, on ne voit pas que dans le fond, elle est venue à nous autrement. Et puis, c'est tout simplement cette reconnaissance qui fait que la transformation se fait, parce qu'on peut apprécier, on peut dire merci à la vie qui nous a apporté des choses qui, dans le fond, étaient là, mais qu'on n'avait pas reconnues. Parce que le paradoxe, c'est que quand on est dans une situation de détresse, alors on est vraiment mal placé pour voir ceux qui nous ont fait du bien. C'est quoi comment on s'y C'est quand prend? on a fait la paix qu'on est en mesure, je pense, de voir qui vous a fait du bien ou qui vous a pas fait du bien. D'accord. Il faut passer le cap, il faut sortir d'espèces de douleur pour aller dans une espèce de... Alors comment on sort de la douleur? Parce que ça, il y a un paquet de gens que je connais qui sont impatients de savoir comment on sort de la douleur. Comment on sort de la douleur? Ah, Catherine. Donc Catherine, effectivement, d'abord, je veux savoir ce que vous ressentez quand vous entendez un être humain, et vous en avez entendu d'autres dans votre vie, mais là, elle est en face de moi, qui dit, ben voilà, ces quelques pages m'ont ouvert les yeux, parce que vous l'avez écrit pour ça, bien entendu, vous êtes l'émetteur, là, il y a le récepteur. Qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'être humain, et non pas en tant que psychiatre, d'entendre que ça fait son effet, quoi? Ce qui est très beau finalement dans un livre, c'est que on va le plus profond possible dans notre intimité pour atteindre l'universel. Catherine, évidemment, vous n'êtes pas étonnée, vous êtes spécialiste. Quand on est victime, on se sent coupable et on a honte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toujours. Toujours parce que quand on est victime et qu'on l'est à cause de parents proches, c'est-à-dire qu'on a fait confiance à des personnes que l'on aimait. Et c'est vrai que je rapproche un peu ce qu'a vécu Alimata des abus sexuels que je rencontre beaucoup trop souvent et qui sont souvent faits par le père ou par des amis ou par des professeurs. C'est toujours des gens de confiance et les enfants sont en état de stupéfaction, de stupeur, incapables de réagir. Et le fait d'être incapable de réagir leur fait regretter par la suite de ne pas avoir pu dire non. Ils se sentent coupables de ne pas avoir dit non, par exemple. Exactement. Ils ont honte de ne pas avoir dit non. Mais là, dans le cas Non, mais dans d'Alimata, son cas aussi. c'est un acte isolé avec des gens qui vous tiennent. Donc, même si elle avait dit non, au fond, c'était pas possible. Donc, Oui, mais comment se fait-il qu'elle se soit sentie coupable et honteuse, en fait, alors qu'elle était victime, elle avait 5 ans? je pense qu'elle peut se sentir coupable parce qu'ensuite, elle va se mettre à pas détester, mais elle va poser sur sa mère un autre regard, puisque c'est quand même sa mère qui l'a entraînée. Et ça, c'est très difficile, parce que quand on aime ses parents, on les aime pour toujours. Même si ce sont des monstres, on les aime. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que de votre histoire, vous en avez fait quelque chose, que vous avez décidé de le consigner. Et c'est devenu un livre, ça n'était pas fait pour être publié. Non. Alors, qu'est-ce qui va vous donner l'envie d'écrire ça, de mettre des mots? Et on verra quelles conséquences ça a eu, parce que je crois savoir que quand on écrit, même si ça n'est pas publié, il y a une forme de diffusion, c'est-à-dire qu'en Bien fait, sûr. ça soulage.
On permet- pose ces mots. On pose des mots sur ces mots. Voilà, Donc et on on les conseille- dépose à l'extérieur. Oui, c'est exactement ça. Donc- J'avais le sentiment, en écrivant, de retirer un énorme poids à l'intérieur de moi et que j'extériorisais. Donc quoi. on écrit la colère. Bah, on écrit, c'est-à-dire que j'étais malade. Ça a duré un certain Quand temps. vous dites malade, on parle de dépression. Oui, voilà, c'est ça. Et mon amie Emma, celle que je dédicace ce livre, ma sœur de cœur, qui vit à Paris, alors je l'appelais et je lui disais, Emma, comment une mère, elle est capable de faire ça à sa fille? Alors elle m'écoutait et j'appelais, je pleurais énormément, vraiment, je pleurais. Et j'avais un tel dégoût de mon corps qui a été mutilé que c'est que j'en vomissais, mais dans le sens propre du terme, tellement j'étais dégoûtée par moi-même, quoi. Je m'écœurais moi-même. Elle m'a dit, Malima Taï, écris. Écris. Quand elle m'a dit ça, j'ai raccroché et je prends mon ordi et je commence pas. J'étouffe. Je parle du sentiment. Ça, c'est les premiers mots qui vous Prénom. viennent. J'étouffe. J'étouffe comme si on avait mis 2 mains autour de mon cou. Je suis au bord de l'asphyxie, à peine avant la mort et juste après la vie. Et je parle du désenchantement, c'est-à-dire désenchantement selon Flaubert, quoi. Et Tout le monde n'a pas lu Flaubert. selon Flaubert, les moments de vie sont appréciés quand ils sont fantasmés. Mais quand on arrive dans la vie réelle, on est forcément déçu. Et donc la vie réelle vous décevait. La vie réelle, c'est de la déception, c'est le seul salut, c'est dans la mort. Vous allez écrire, ça n'est pas fait pour être publié. Pas du tout. Et je crois savoir que si vous aviez su que c'était publié, il y en a 2 tiers que vous n'auriez pas écrit. Exactement. Là, c'est le hasard de la vie. Vous avez un ami de 80 ans qui est Gilbert d'ancien journaliste du Monde et Dans qui ma vie. va lui-même prendre l'initiative de voir un éditeur. Ouais. Et puis, il vous annonce que c'est publié. Vous acceptez. Et dans votre famille, ils le lisent. Vos frères le lisent. Ouais, mais je me suis très très touchée. Il a été très très touché. Quel âge à ce moment-là? Une vingtaine d'années. Nous sommes dans la même famille, mais c'est comme si nous n'avions pas eu les mêmes parents. C'est pour ça que lui, il découvrait complètement. Et ce que je trouve très beau, c'est que dans votre histoire, il y a la question du pardon, donc de l'acceptation du pardon. Et à la fois, vous ne dénigrez pas une culture entière. Non. Ça, vous ne tournez pas le dos à vos racines. Et comment vous vous êtes débrouillé pour arriver à ne pas en vouloir à vos parents qui avaient fait ça en croyant vous faire du bien? Donc, Vous êtes obligé de pardonner. Oui. Moi, j'ai pardonné parce que j'ai compris que cette femme qui a fait ça à sa fille, elle l'a fait pour son bien. C'est-à-dire que on a du mal à le comprendre. elle quand était on entend conditionnée ça. pour ça. Voilà, et elle l'a subi. Et la génération d'avant l'a encore subi. Et là où ça a vraiment fait tilt, c'est parce que quand j'en ai parlé avec elle, et elle a dit, j'ai regretté d'avoir fait ça. Oser le dire. Et en plus, oser le dire à sa fille. Reconnaître ses erreurs. Reconnaître, c'est beaucoup. Et d'un côté, j'ai compris que les gens, ils font avec ce qu'ils ont. Et qu'on peut pas leur demander des choses qu'ils sont pas en mesure de donner. Je lui ai dit que j'avais écrit le livre. Elle était fière et elle m'a dit, je savais que toi, tu étais capable de faire ça. C'est la manière dont vous le dites et ce que vous dites qui est très fort. Et alors, ce que je trouve incroyable, c'est que vous faites des conférences aussi dans des endroits où des femmes ont subi ça. Au bureau. Par exemple, donc une cité, et il y a aussi des hommes qui viennent parce que vous annoncez une conférence sur les enfants de l'immigration. Et donc, le sujet arrive sur la table. Et donc, qu'est-ce que vous lisez dans le regard de tous ceux qui ont subi, et notamment de ceux parfois qui l'ont perpétré et qui découvrent le sujet vu de l'intérieur? Au Muro, c'est vraiment particulier, parce que je sais que dans l'assistance, dans cette conférence, il y avait de nombreuses femmes qui ont subi cela. Il y avait une dame qui m'avait interpellée parce que j'avais parlé de barbarie. Elle n'avait pas apprécié que je parle de barbarie. Elle m'a dit, pourquoi tu dis barbarie? Tes parents, ils ont pensé faire bien quand ils t'ont fait ça, t'as pas le droit de dire ça. Et il y a une autre dame, je crois que j'ai même pas eu le temps de parler, qui s'est levée et qui était à 2 doigts de pleurer, qui avait subi la même chose. Alors elle dit, mais bien sûr que c'est une barbarie. Elle a raconté son accident à elle. C'est très courageux, hein. Raconter ça en sachant qu'il y a des hommes, alors que tout le monde se connaît. Il y a des hommes qui entendent ça, vous savez pas à qui, ça peut être répété au mari, vous connaissez pas les conséquences et tout. Et le fait aussi qu'il y ait des hommes d'un certain nombre d'années et qui écoutent. Il y en a un qui est venu me voir et qui m'a dit, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. C'est quand même... émouvant, hein. Il y a des pas qui sont faits. Parce que cette pratique, c'est le groupe qui prime sur l'individu. Et quand c'est le groupe qui prime sur l'individu, c'est très très dur de s'opposer à ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont contre ça, mais ils vont pas oser dire non. Parce qu'il y a la maman, il y a l'oncle, la Ils ont tante. peur d'être rejetés. Exactement. Et le rejet, c'est ce qui est pire pour l'être humain. Qu'est-ce qui vous émeut quand vous entendez ça? Oh mon Dieu! Moi, je trouve tellement beau qu'elle puisse reconnaître sa mère dans tout ce qu'elle a pu donner avec ce qu'elle avait.
ce vrai pardon, cette reconnaissance de l'autre dans ses limites, même si c'est dans une très grande souffrance, ben c'est ça qui nous permet de passer à autre chose. Et je trouve ça extraordinaire qu'elle puisse être un exemple de ça. Il y a quelque chose quand même important, c'est quand même le rôle de, qu'on dit, la littérature. C'est ça qu'on a en commun, Catherine et moi. Vous savez, dans les livres Aime-toi, la vie t'aimera, vous l'avez pas là, mais elle ouvre avec Baudelaire le poème Recueillement, Sois sage, ô ma douleur. Et moi, quand je parle de l'excision, j'ouvre avec le même poème. On se connaissait pas, on n'a pas écrit, je trouve que c'est quand même fort, Sûr. quoi. Et quand vous parlez de liberté, Catherine donc, a écrit ce livre, Libre d'être femme. Il est parce que excellent. partout dans le monde où j'ai eu la chance d'aller, c'est vrai que je me suis dit à chaque fois, j'aimerais pas être une femme. Quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit où j'ai été, quel que soit dans l'histoire de l'humanité en tout cas. Hein. Il y a d'ailleurs très peu d'explications. Ça reste un mystère, cette histoire de domination. Hein. Mais un mystère, peut-être pas. Non? Parce Vous avez l'explication? que c'est quand même troublant que dans tant de pays et depuis si longtemps, on ait envie de limiter le plaisir de la femme. Je me disais, qui a eu le premier la pensée de faire... Faut qu'on le cet retrouve acte? celui-là. C'est exactement. Je veux dire, cette idée qu'on avait le droit d'agir sur le corps d'une femme pour l'empêcher d'avoir du plaisir. Les hommes devraient être ravis de donner du plaisir à une femme. Mais je pense qu'ils sont encore plus ravis de penser qu'elle n'ira pas voir ailleurs. Dans l'histoire de Alimata, qu'est-ce que son expérience peut nous inspirer comme enseignement pour notre propre vie quand on est victime, quand on a affronté une épreuve, de votre point de vue à vous? Bon, il y a beaucoup d'enseignements. Déjà, le fait de sortir de sa condition. C'est-à-dire de sortir de cet état où on se croit conditionné à vivre d'une certaine manière. Ça, c'est un exemple. L'autorisation de penser sa vie, se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je ne suis pas obligée de subir, de ne plus être que victime. On est beaucoup plus grand que ce que l'on a pu subir. Oui, c'est ça. L'être humain est magnifique. Et justement, ne pas rester fixé à jamais, c'est un exemple de dépassement, mais qui peut se faire, encore une fois, bien sûr, par beaucoup d'actes. Aussi, se sentir... bon, c'est un exemple d'exil. Mais l'exil, il n'est pas seulement parce qu'elle elle est née en France, parce qu'il y a aussi l'Afrique dans sa famille, et parce qu'elle a été au Canada. 3 continents. Beaucoup se sentent en C'est exil à partir du moment où, à l'intérieur même de leur propre famille, ils ne se reconnaissent pas. Et l'exil est une souffrance. Mais après, on peut en faire une richesse. Et la richesse de se dire, il y a peut-être une lumière ailleurs. Je ne vais pas avoir envie de ressembler uniquement à mes parents. Donc ça, c'est important. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est conditionné, et si on reste dans ce foyer où on est conditionné, on aura du mal à raisonner. Donc, même si c'est douloureux, partir et commencer à réfléchir autrement. Et finalement, ça oblige à aller voir ailleurs. Je crois qu'Alimata donne l'exemple de quelqu'un qui se réinvente sans cesse. C'est pas confortable. Vous êtes d'accord? Vous avez raison, hein, c'est vraiment Voilà. pas confortable. Mais en même temps, se réinventer, c'est ne pas avoir de modèle idéal. Et je crois que tant de femmes souffrent d'avoir un modèle idéal de ce qu'elles doivent vivre, de ce qu'elles doivent faire, de comment elles doivent être physiquement, de comment elles doivent aimer, etc., qu'au fond, ne pas avoir de modèle, on peut, quand d'autres rencontres se proposent, s'ouvrir à de l'inconnu, tout le temps et tout le temps. Et ça, c'est magnifique. C'est super important parce que vous savez de quoi vous parlez et vous êtes l'incarnation de ça. Et au fond, si beaucoup d'êtres humains ont du mal à le faire, c'est parce que ça fait peur. Ouais. C'est ça? Exactement. C'est l'inconnu. France, vous êtes venu de loin, vous avez traversé l'Atlantique. Donc je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à lui dire. Vous qui l'avez aidé, qui l'avez connu quand elle était dans la grisaille, comme vous dites. Qu'est-ce que vous avez En envie plus, de je suis pas tout le temps sympa avec France. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je le reconnais. C'est ça la Je le vraie reconnais. amitié, c'est qu'on Je suis pas tout le temps sympa. Vous êtes devenus amis. Oui, c'est ça. Quand j'ai essayé de revenir en France, j'ai vécu un mois chez elle. Et quand tu m'as accompagnée à Ottawa là, pour prendre l'autobus pour aller du côté de Montréal, moi je pleurais. Je pleurais tellement parce que je savais que je savais pas quand est-ce que j'allais la revoir. Et quand même, entre le Canada et la France, c'est quand même là. Mais je pleurais tellement, je voulais pas. En plus, j'avais 6 valises, je vous dis pas. Tu sais, je suis un petit peu braillarde, là, moi. Alors, Comment vous dites? ça, bon, on dit chez nous braillarde. Faut dire. Alors, oui, alors pleurnicheuse. pleurnicheuse. Mais tu peux le dire en québécois, ça passe. Oui, Ouais. On a tellement pleuré que je pensais pas que j'allais la revoir bientôt. Vraiment pas.
Bon, en tout cas, moi, je suis ravi que vous m'ayez présenté des personnes importantes et qui comptent pour vous. Et je voudrais à mon tour vous présenter des êtres humains qui comptent pour moi. Parce que, à votre image, vous avez transformé la tragédie en quelque chose de lumineux. Eux sont convaincus que finalement, cette résilience-là existe aussi pour notre société, dont on nous dit qu'elle est en crise, tout a l'air foutu, mais eux sont convaincus du contraire. Et donc, ce sont des amis dénicheurs, je les appelle comme ça, qui vont à la recherche dans cette société de tout ce qui peut changer le monde. Et vous savez qu'il y a des êtres humains ici ou là qui font des choses incroyables. Ce sont des idées qui marchent. Et le simple fait d'en parler, de les mettre dans la lumière, c'est extrêmement contagieux. Et d'ailleurs, je les vois arriver. Brigitte, Luc, Eddy, je vous laisse vous installer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter Luc. Luc est un homme qui plaît aux femmes. Regardez l'effet que ça va faire quand je vais vous annoncer que cet homme, par exemple, fait partie, alors malgré sa virilité, c'est pas un macho, il a passé 8 ans homme au foyer quand sa femme était en déplacement. Donc il fait partie de ces exceptions qui sont des modèles pour nous. Comment on dit France? Comment on dit? J'ai dit j'aime. Voilà, il n'a que des likes, il a que des likes dans la féminine. Et Luc, voilà, et j'adore quand il vient me parler de la société dont il rêve, et il est à l'affût effectivement de tout ce qui crée du lien, de la convivialité. Et on parle de quoi, Luc, aujourd'hui? Eh bien, Fred, tu m'as dit qu'Alimata était d'origine sénégalaise. C'est ça. Et j'ai cru comprendre que vous aimiez bien toutes les traditions des bons petits plats familiaux de vos mères, de vos grands-mères, et que vous vous transmettiez les recettes. De génération en génération. Eh ben voilà. Eh ben, c'est un petit peu pareil. À Mille et une vies, nous, on est convaincus que nos mères et nos grands-mères, c'est le meilleur restaurant du monde. Mais comme moi, quand on habite à Paris et que ma maman, elle est en province, c'est pas évident. Eh bien, j'ai trouvé une solution où, en fait, des mamies nous mitonnent des bons petits plats qu'elles nous amènent sur notre lieu de travail. Ça, c'est pas mal. Ça vous donne envie? Vous voulez en savoir plus? Ça Très s'appelle bien, un teaser. On veut savoir si ça vous donne envie. Super. Alors, je vous présente Eddy. Eddy n'est pas mon fils, mais il aurait pu. Il aurait pu être le fils de chacun d'entre nous. C'est le fils qu'on aurait tous aimé avoir. Moi, je l'ai adopté déjà. Alors, voilà. Et Eddy a toujours rêvé d'être comédien. Et je peux vous dire que chaque fois qu'un acteur ou un metteur en scène le croise, il écrit un petit rôle pour lui. Mais il accepte, malgré ça, de venir nous donner son regard sur cette société, puisqu'on nous dit que les jeunes s'en foutent de tout fout le camp, etc. Et il est la preuve du contraire. Et donc, Eddy, on parle de quoi aujourd'hui? Eh ben justement, comme Luc, j'adore les liens entre les générations qui regroupent les jeunes et les seniors. Parce que, Luc le dit toujours, hein, et il a raison, les seniors, c'est l'avenir. Ils sont mille et un trucs. Merci. Enfin, c'est pour plus tard. Ils peuvent nous apprendre mille et un trucs. Et justement, j'ai trouvé une association, en fait, qui crée du lien entre les enfants et les artisans à la retraite. En fait, les artisans apprennent aux enfants leur métier pour que quand les enfants arrivent au moment du choix après le collège, eh ben, ils sachent ce qui les attend après. Eh ben donc voilà, ça donne envie. Donc c'est génial. Voilà. Et Brigitte est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Ça, c'est comme les enfants, ils disent c'est pas 16 ans, c'est 16 ans et demi. Et on s'est rencontrés il y a quelques années, on travaille ensemble depuis toujours. Et figurez-vous qu'à chaque fois qu'elle me présente quelqu'un, parce qu'elle travaillait en coulisses dans le monde de la télévision, elle me présentait toujours des gens anonymes ou célèbres. Elle me disait tu vas voir, tu vas l'adorer. Et elle ne se trompait jamais. Donc on va parler de quoi aujourd'hui, Brigitte? De musicothérapie. Alors, à l'IMATA, vous adorez la musique, et en particulier, si j'ai bien compris, Céline Dion qui vous a beaucoup aidé quand vous étiez dans des grandes difficultés. J'aime beaucoup Céline Dion. Voilà. Je pense qu'on a bien compris. D'ailleurs, attendez, pardon, parce que France, vous venez du Québec, parce que d'abord on dit pas Céline Dion, on dit Céline. Elle fait partie de la famille. Elle fait partie de la famille. Et c'était un moment très très émouvant tout à l'heure parce que j'avais jamais réalisé à quel point les artistes pouvaient aider chacun d'entre nous dans des périodes de difficulté avec toutes les projections. Parce qu'à un moment donné, elle m'explique que voilà, j'étais vraiment très 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 mal. Je parlais jamais de ma douleur à qui que ce soit et j'écrivais des lettres à Céline. Et à un moment donné, je dis mais elle vous a pas répondu? Elle dit ben non, je les ai pas envoyées. C'est juste quelque chose de magnifique. Et donc j'espère que Céline va entendre parler de l'IMATA et j'espère qu'elle va se rencontrer un jour. Donc, alors, à part le plaisir qu'elle nous procure, la musique, elle peut être aussi un remède. La musique, ça aide, par exemple, les personnes âgées et même les oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on aime chez toi, Brigitte. Oui, mais moi, j'aime pas ça. Les personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, il y en a 1 million en France, eh bien, ça peut les aider. Pourquoi? Parce que ça leur permet de sortir de leur isolement, de prendre un peu confiance en eux. Et c'est Roselyne Bachelot qui, en 2008, a eu l'idée, avec un baryton français qui s'appelle Jean-Philippe Lafont, de créer une association qui s'appelle Musique aux seniors et qui permet à de jeunes artistes
lyriques professionnels de venir chanter dans les maisons de retraite pour les seniors et pour ces personnes malades. Et ces personnes, ça leur a fait un tel bien qu'ils se sont rendus compte qu'il serait peut-être bien aussi de leur permettre de chanter. Alors, tu peux montrer la petite vidéo, s'il te plaît? C'est tout ce que tu me demandes. Merci. On voit des visages heureux. Catherine, vous êtes psychanalyste, psychiatre, donc Oui. médecin. Est-ce que maintenant, neurologiquement, on peut nous expliquer pourquoi la musique fait du bien à l'être humain? Alors la musique, ça touche une mémoire quand même très, très étonnante. C'est-à-dire que on va au-delà du mental. Et c'est comme si on touchait... je pense qu'il y a une lumière. Hein. On dit qu'il y a, vous savez, qu'il y a 99% de la lumière... on ne la voit pas, elle est invisible. Et je pense que la musique nous fait toucher des zones du cerveau, certes, mais même, c'est comme si on allait au-delà. Et on touche une partie de soi qui est non seulement le meilleur de soi, mais qui s'étend, vous voyez, qui est un infini, qui est vraiment pleine de lumière. Et c'est une mémoire très particulière. Ça fait un bien fou, ça permet une respiration. Enfin, et on sait aussi que la respiration, c'est très, très important. Et ça, quand on chante, on est obligé d'avoir cette respiration. Vous savez que j'ai eu la chance de partir dans la jungle, voir des gens qui n'avaient jamais vu autre chose que des arbres. Et je suis parti avec la chanteuse Zazie. Elle s'est mise à chanter une chanson. Ouais, je me souviens. Et ils se sont mis à pleurer. Alors qu'ils ne comprenaient pas les paroles. Donc c'est-à-dire que la guitare, la mélodie, a fait pleurer ces êtres humains qui n'avaient jamais entendu la musique. Ils avaient juste une petite guimbarde. Et c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui marquera évidemment jusqu'à mon dernier souffle. Je voudrais dire quelque chose d'abord au sujet de ce que nous avons vu. C'est que les personnes qui sont là, certaines ont voulu continuer après. Elles ont voulu continuer à chanter. Déjà, c'est énorme. Mais il y a 4 petites personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Les quatre Ah oui, d'accord. qui ont décidé de se mettre à apprendre le piano. Ah ouais. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Ça nous dit quoi finalement pour vous? Ça nous dit que on croit toujours que c'est trop tard et parce que Luc m'a fait une promesse qu'il va tenir très bientôt. Que tu vas tenir très Moi j'ai bientôt. 50 ans et je vais apprendre à jouer de la guitare, j'ai jamais essayé. Alors, on est parti Il m'a un dit qu'il week-end ensemble, je lui ai fait j'ai un peu joué de la guitare, on a fait les couillons, on a chanté, on a dansé. Il m'a dit, il faut que tu m'apprennes. Bon, ben moi je veux bien, mais il travaille comme un ministre. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire que c'est jamais trop tard. C'est ce que je me dis tant qu'on est vivant. Ouais, c'est ça, bah, c'est ça. Bien Donc, sûr que ces c'est personnes- jamais trop tard. Ces personnes-là peuvent le faire. Mais même ces personnes qui normalement... Diminué, tu veux Qui dire. sont, oui, qui ne s'intéressent plus à rien. Souvent, moi, je sais parce que j'ai été touchée par cette maladie, et je vois bien, c'est difficile de les sortir de leurs problèmes. Quand tu dis toi, tu veux dire autour de toi. Oui, oui, ben, ma maman, voilà. Et donc, voilà, il y a plus de 400 concerts. Ah, excusez-moi, chaque fois, ça me fait pleurer. Il y a de quoi? 400 concerts ou quoi? 400 concerts. Depuis la création, depuis 2008, 4000 bénéficiaires, donc 4000 petites personnes âgées qui ont eu droit. Mais même les grandes personnes âgées ont le droit. Même des grands. Et voilà, et donc, et 250 quand même jeunes chanteurs lyriques qui ont accepté de participer à ce concert. Ah oui, c'est Je trouve ça génial. c'est génial, Mata, réaction spontanée quand vous voyez que dans la société il se passe des choses comme ça. Bah, c'est encourageant. Et ça donne envie de poursuivre, de se nourrir de tout cela et d'avancer, quoi. France. Moi, ce qui me fait réagir, c'est le fait qu'on puisse en parler justement et mettre en lumière ces choses qui sont là, des fois, mais qu'on n'en parle pas. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de belles choses. Vous dites qu'on est qui extraordinaire. se passent en donc. coulisses. Nous, Oui! on fait ça tous les jours. Oui, non, Bon, merci d'être venu du Québec. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûr. Alors, Luc, tu nous as parlé de ces mamies qui font à manger, parfois dans une famille. Ben oui, je suis très jaloux parce que c'est une idée que je voulais avoir, c'est de se créer une bande de mamies, d'ouvrir un restaurant. Toi, t'avais une idée, c'est créer une bande de mamies. Et de papy aussi, hein, et de papy. Hein. Mais Alimata, si je vous parle de poulet yassa, est-ce que ça fait quelque chose? Vous connaissez le poulet yassa? Moi, Elle a j'ai mangé goûté ça hier chez mes soir. C'est vrai? parents. Ben, je Elle savais est venue pas du chez mes tout. parents. D'accord. Et C'était excellent. Vraiment. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Dites-nous, le yassa, c'est... Alors, c'est un plat à base soit de poulet, de viande et de poisson avec des oignons qu'on laisse macérer
quelques heures parfois. On sent bien que vous l'avez jamais fait. Non, mais C'est votre grand-mère et votre maman, on sent bien que non, mais vous l'avez- hier soir, c'est ce qu'elle disait, ma mère aussi. C'est ce Elle qu'on a dit me quoi reproche souvent, C'est-à-dire que je ne cuisine pas. J'ai appris, mais je ne le fais pas. Bah, c'est ça, avoir le choix. Réponse à tout. Ah oui. Et en plus, maintenant qu'il y a des mamies pour voilà, qui peuvent venir à domicile. Et donc j'ai eu la chance. Exactement, Catherine. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir, pour la première fois, goûter à ce fameux poulet yassa. Comment ça? Eh bien, Vous avez vu, il n'a même pas besoin de poser des questions, il se les pose tout seul. Oui. Comment ça? Eh bien, je vais vous le dire. eh bien voilà. Parce qu'en fait, il existe 2 jeunes filles, d'accord, 25 ans. Elles sortent d'école de commerce. Elles s'appellent Johanna, avec sa grand-mère Lily. Et ici, nous avons Valentine avec sa grand-mère Christiane, comme ma belle-mère Christiane. Bon. Et ces 2 jeunes filles, elles sont très proches de leur grand-mère. Et comme nous, elles se sont dit, là où on mange le mieux, c'est chez nos grand-mères, d'accord? Mais quand on est à Paris, c'est pas facile. Et donc, elles ont eu l'idée de se créer une bande de mamies. Alors, une mamie vietnamienne, une mamie du Sud-Ouest, une mamie antillaise, d'accord, d'un peu partout. Eh bien, ces mamies, elles vont préparer à manger dans une cuisine et ces repas, elles vont venir les apporter dans des entreprises. Elles-mêmes? Elles-mêmes, avec les 2 petites jeunes filles qui les amènent et qui dressent un buffet pour les gens de l'entreprise. Alors nous, à Mille et une Vies, on a voulu essayer ce concept. Elles sont venues nous voir. Elles arrivent là? Ah non, pas ici. Elles sont parties par l'équipe parce que vous imaginez que là, nous, on est là, voilà. entre nous, super bien. Et vous savez qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent pour qu'on soit nous super bien et qu'on fait en sorte que je puisse vous rencontrer. Et donc, bah, c'est ces personnes-là. Et là, bah, c'est que des filles, moi, ce que j'aime bien les filles, mais il y a toutes mes copines qui ont voulu tester le concept, mais on regarde le reportage de Marine, Kevin et Johan, il est super. En créant Mamie Fouzi, on est parti de la problématique que de nos jours, on n'a plus trop l'occasion de partager avec nos grands-parents. Et donc c'est vraiment ça qu'on a voulu recréer, des liens entre les générations. C'est en rondelles qu'il faut faire? Oui, je crois. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Ça va, ça se passe bien? Oui, super. Bon, je on vois a que vous êtes, un peu commencé. Oui. En avance? Oui. Ok, à tout de suite. C'est un service traiteur où tout est cuisiné par des grands-mères ou des grands-pères. Nos clients, ce sont principalement des entreprises pour des déjeuners de team building ou des cocktails. Et le processus, donc les grands-mères viennent dans nos cuisines, cuisiner, on fait les courses pour elles. Alors, pour savoir si l'huile est chaude, Oui, d'accord. Ah oui, c'est l'astuce. quand tu vois les petites bulles, ça veut dire que notre huile elle est chaude. Ok, d'accord. Martine, ça fait maintenant 1 an qu'elle a rejoint l'aventure. C'est une de nos grand-mères super active, qui a toujours plein de choses à nous raconter et qui est toujours de très bons conseils et qui nous a beaucoup aidés. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour t'aider, Martine? Lancer de la vaisselle. Comment? Les oignons. Couper les oignons? Ouais, Super. ça c'est une bonne partie. J'adore quand c'est les autres qui les coupent. Moi, je suis à la retraite depuis 5 ans. Et la cuisine, je suis tombée dans la marmite très jeune, par initiation de ma grand-mère qui était traiteur traditionnel. Donc j'étais tout le temps dans un environnement où on préparait beaucoup pour les événements. Aujourd'hui, on va faire du poulet yassa. Alors le yassa est un plat qu'on prépare en Casamance, dans le sud du Sénégal. Et donc moi, j'ai revisité la recette, puisque moi, ma cuisine, c'est une cuisine métissée. Donc je me suis dit, bon, on va faire avec du filet de poulet. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va saler. Vas-y. Alors, tu sais, dans la cuisine traditionnelle, comme moi, elle m'a appris ma grand-mère, c'est toujours au pif. D'accord. Vas-y, encore. Ça me rappelle quand je cuisinais avec ma grand-mère parce que quand j'étais petite, justement, elle m'a appris à faire pas mal de recettes italiennes parce qu'elle est d'origine italienne. Donc c'est vrai que c'est des moments de partage assez privilégiés avec, avec ses grands-parents où on apprend plein de choses à la fois sur leur cuisine mais aussi sur eux, sur leur histoire et que je retrouve du coup avec Martine et où là j'apprends encore d'autres choses sur d'autres cultures, d'autres origines. Donc c'est hyper enrichissant. Tu souffles comme on fait pour les enfants. La mamie va souffler. Valentine et Johanna, c'est des rapports comme si c'était mes filles. Voilà, exactement. Il n'y a pas de barrière. C'est un moment vraiment, pour moi, de détente, de relaxation, d'échange. C'est bon. Tout est prêt? C'est bon. Ok, bon, on va pouvoir y aller alors. Allez.
Bonjour. Bonjour. Salut. Ouais. Bonjour, ça doit être Martine. Martine, oui. Cool. Allez, on y va parce qu'on a faim. Hein. Ok, parfait. Il y a du boulot. Tout est prêt. Tout est prêt. Allez, on y va. On Suivez-moi. va installer le buffet. Et c'est vous. Ah. Oh là là. C'est vous faites à manger ou vous faites la déco aussi, quoi? C'est pour le voyage culinaire. Voilà, parce que là, on va au Sénégal. Et au Sénégal, donc là, on est avec vous au Sénégal aujourd'hui. C'est la couleur, c'est le soleil, c'est la chaleur. Et puis, c'est un menu arc-en-ciel. Mamie Foodie, donc, me donne cette opportunité de rencontrer des personnes. Et moi, ça me valorise. Parce que je ne fais pas juste une cuisine et partir. Allez, dépêchez-vous. Voilà Martine, je vous présente tous mes collègues. Bonjour. Et Johanna et Valentine. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bienvenue à bord du bateau Mamie Foodie pour un voyage au Sénégal. Bonne dégustation. Du jus de bissap. Merci beaucoup. Voilà, bon appétit. Moi, j'aime pas épicé. Et Martine, c'est hyper bon. Hein, non? C'est délicieux. Le meilleur moment, c'est le moment là que je partage avec vous et que je suis à l'écoute du. On est ravis. C'est une invitation au voyage. Et voilà, et c'est un moment de détente et de récré pour moi. Moi, ce qui me fait le plus plaisir dans cette aventure, c'est oui, de voir que les grands-parents apprécient, que je me rends compte que c'est une entreprise qui a du sens. C'est pourquoi je me réveille tous les matins. Voilà. Martine, excusez-moi, est-ce que vous croyez que c'est possible Est-ce qu'on pourrait se resservir? Ah oui? On a le droit à une deuxième tournée? Oui, il en reste, Ça, c'est des moments que j'apprécie quand on demande si on peut se resservir. En faisant la cuisine, on est obligé de tisser des liens. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter dans la région parisienne et qu'on aura à voyager un peu partout en France pour rencontrer d'autres mamies et partager cette aventure avec elles. Bon, en tout cas, Martine, merci beaucoup parce que grâce à vous, on a bien voyagé et on a bien mangé. Ah ouais, bon. Merci à vous aussi. Merci Johanna. Merci. Bravo. Donc vous l'avez compris, hein, c'était à la cantine, enfin en tout cas là où ça se passe. Et donc réaction quand vous voyez ça, parce qu'il y a beaucoup de grilles de lecture. Je trouve ça d'une beauté. Bon, j'ai eu la chance de côtoyer un tout petit peu les personnes âgées parce que à un moment donné, j'ai donné de la formation en employabilité. Mes étudiants étaient beaucoup dans des résidences pour personnes âgées. Je trouve, en tout cas au Québec, que les personnes âgées sont isolées. Et puis de voir ce genre d'initiative qui permet de redécouvrir leur la richesse. Oui, c'est ça, la richesse qu'ils ont à offrir. Et puis aussi cette idée de découvrir l'autre dans sa différence. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est tellement beau. Alimata? Moi aussi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une reconnaissance pour cette femme. Par d'autres, des gens qu'elle ne connaît pas. Et il y a un travail intergénérationnel, quoi. C'est ça que j'apprécie, c'est-à-dire que l'art du donner, du recevoir de Senghor, on le voit dans ce reportage, quoi. Catherine? Oui, c'est quand on a l'impression parfois qu'on ne sert plus à rien et d'être au contraire non seulement valorisé dans ce qu'on sait faire, mais en plus dans une capacité de transmettre, c'est toujours magnifique. Enfin, transmettre. Ça m'a rappelé ma mère quand même, hein, qui je demande régulièrement des recettes. Et je dis, mais alors les quantités, parce que moi je veux mesurer tout. Elle me dit, au pif. C'est souvent ça. Ça m'aide pas beaucoup. Hein. Mais c'est classique. Toutes les recettes, quand vous demandez à quelqu'un, la personne commence. Écoute, c'est très facile. Voilà. Il fait ça, il m'énerve. Non, mais ce que tu ne sais pas, et c'est qu'après notre déjeuner, on a passé un super bon moment. C'était vraiment sympa. On a très bien mangé. Et surtout, c'est qu'elle nous envoie par mail sa recette. Ça veut dire que si on veut. Mais si. Ah, génial. C'est marqué au pif. Non, mais c'est bien, mais c'est comme tout, il faut s'essayer, c'est comme la pétanque, un coup on tire trop près, un coup on tire trop loin, après on est au cochonnet, tu vois. Donc, oh la métaphore. Est-ce que l'expression au pif, elle existe pour dire au hasard? Oui, absolument. Ah, vous dites Je au connais pif, très en bien. québécois, Oui. d'accord. Et donc l'idée formidable. Ah oui. Et donc, mais toutes les entreprises, c'est-à-dire que combien de mamies? Parce que imaginez Alors pour que l'instant, demain... ils ont une bande, un cheptel, si je puis Et des dire. papis. Des papis. 8 mamies, 4 papis. D'accord, ils sont 12. Ça fait pas mal. C'est uniquement sur la région parisienne. Mais ils bossent comme des fous. Parce que là, on était une vingtaine, ça c'est leur minimum. Hein. Ils vous prennent pour 20
C'est ça, Vancouver. voilà. Mais ça peut aller jusqu'à 150 personnes. Donc c'est des Ouais, gros... c'est un travail, ouais, c'est un gros boulot. Mais moi, je trouve que c'est super parce que, bon, on l'a dit, les mamies sont sorties de leur isolement éventuellement, mais ça leur fait un petit complément de revenus. Elles gagnent quand même 15 € de l'heure. Elles travaillent entre 6 et 10 heures à chaque intervention. Donc c'est quand même chouette. Bien sûr. Et là, cette petite structure, pour l'instant, ça existe depuis 1 an, fait 2 à 3 repas par semaine. Mais l'idée, c'est que demain, ils ouvrent un resto. Et qu'après-demain, ça s'étende dans la province. Moi, je trouve que c'est une très chouette idée. Enfin, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Brigitte va aller cuisiner Ça pour fait elle, du quoi. bien à tout le monde. Mais je savais pas que tu savais cuisiner. Mais t'es pas Brigitte. mamie. Je sais quelques petits trucs. Je suis plus âgée Toi, t'as certainement 20, que cette dame-là. Elle est toute fraîche. 65 ans, elle. Toi, t'as 22 ans. Mais non, alors, oui, voilà. 12 ans, Brigitte, arrêtez vos bêtises. Bon, merci. Je trouve l'idée Génial, en hein. forme. Alors là, moi, j'adore. Ah oui. Et l'idée que ça vienne des 2 petites jeunes, là, elles sont. Ah oui. Elles ont Ah ouais, tout c'est ça. compris. On se dit, mais pourquoi ça n'existait pas avant? Exactement. C'est ce qu'on se dit tous les jours à la même heure. Il faut oser. Exactement. Exactement. Et on met dans la lumière. Alors, Eddie, rappelle-nous de quoi tu voulais parler, parce que je me souviens pas du tout. Ah ouais. C'est pas grave. J'étais concentré sur les mamies. Imaginez, on retourne en arrière, vous avez 15 ans. Vous êtes en 3e et vous devez à tout prix choisir votre orientation scolaire. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après. Vous avez 15 ans. C'est-à-dire vous savez même pas ce que vous allez manger le midi quand on vous demande ce que vous allez faire votre vie. Exact. C'est vrai. C'est vrai. Tellement vrai. Là, on est perdu. D'un autre côté, imaginez, voilà, on arrive à la retraite. Il y en a, qui sont contents d'être à la retraite. Voilà, on a arrêté de travailler. C'est bien, mon père, je me rappelle, il était content d'être à la retraite. Il voulait pas qu'on l'emmerde. Il voulait pas qu'on vienne le voir. Il était tranquille. Mais il y a d'autres retraités qui, justement, ressentent un manque. Qui aimeraient continuer quand même à participer à la vie active, qui aimeraient continuer à participer au monde, quoi, en fait. Eh bien, il y a 20 ans de cela, il y a une association qui s'appelle L'Outil en Main, qui a créé un programme. Alors, je veux bien le dire parce que moi, c'est quelque chose qui m'a totalement retourné le cœur, tellement c'était fort. En fait, ils ont créé un programme pour les enfants de 9 à 14 ans qui va leur permettre de comprendre, de voir et d'apprendre le métier des artisans qui sont à la retraite. Le mercredi, il y a des élèves de 9 à 14 ans, donc, qui rencontrent ces artisans retraités et qui apprennent leur métier. Alors, c'est pas l'air de dire, voilà, il faut que tu fasses ça plus tard. C'est pour leur dire, c'est comme ça que le métier fonctionne et tu peux le faire, si tu en as envie. Et ils leur montrent plein de métiers. Alors, comme métier, il y a, justement, là, j'ai quelques images. On voit, il y a ébéniste, il y a même couturier. Là, par exemple, on voit, il lui apprend un petit peu comment faire une table, en fait. Donc là, c'est... Il travaille du bois. Voilà, quoi, il travaille du bois. Là, il travaille le métaux. soudure. Voilà, c'est de la soudure. Là, ils sont en train de faire des sculptures, par exemple. Moi, je trouve ça formidable. Vachement bien. Là, il apprend à faire du cuivre. Il a 9-10 ans. Non, il fait des déjà, chaises. faire du cuivre, tu veux dire quoi? Marteler. Marteler le cuivre. Déjà, quand il a pas le mot, il fait. Je vais prendre le truc. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à 9-10 ans, voilà, ils arrivent à faire ça. C'est de la vannerie, là. Ouais, voilà, 9-10 ans, ils font ça. Et dire 22 ans, tu sais faire quoi? Pas du Des pâtes. Et Voilà. qu'est-ce qui te plaît là-dedans, toi, Eddie? Ce qu'il y a, c'est qu'au collège, on nous demande, voilà, à 15 ans, on est un enfant. On nous demande, voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus Et on tard? sait pas de quoi on parle. On sait pas de quoi on parle. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être dans mon fauteuil et jouer à la console, quoi. Mais c'est pas quoi faire. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on montre ce qu'il est possible de faire. Et qu'on dit, en plus, aux enfants, mais faites ce qui vous plaît. Voilà, vous avez tout ce champ des possibles. Oui, puis ça revalorise les métiers Et manuels. c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que d'ailleurs, dans cette association, au début, alors j'ai discuté avec eux, ils m'ont expliqué qu'ils avaient un problème vis-à-vis des parents parce qu'ils étaient un petit peu en retrait. Ils disent, ouais, c'est un sous-métier de faire ça. Ah oui, les parents, ils veulent que les enfants soient Voilà. médecins ou avocats Exactement. ou tout ça, quoi. Et là, Et donc, ils avaient un peu de mal. Mais sauf que l'association marche tellement bien, les enfants reprennent tellement confiance en eux, et ils aiment tellement faire ça, en fait, que en fait, c'est limite devenu un levier de pression. Par exemple, il y a quelques jours, il y a un enfant qui a appelé un président d'association et qui lui a dit oui, voilà, j'ai fait une grosse bêtise à la maison. Maman, elle m'a puni, elle m'a dit que mercredi, je pourrais pas aller à l'atelier. Est-ce que c'est possible de l'appeler pour d'enlever la punition? Génial. C'est-à-dire, en plus, il y a 99,99% des élèves qui sont présents. C'est-à-dire qu'il y a 0,01%. Il n'y a pas d'absentéisme. Les gamins, ils vont apprendre. Et tu vas me dire dans un instant comment ça se passe. Est-ce que ce sont les enseignants qui doivent les appeler ou est-ce qu'il y en a en France, partout? Mais juste avant, réaction spontanée. Ali Bata. Quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de me projeter, moi. Quand j'avais 15 ans, je pense que j'aurais apprécié quand même d'aller à la découverte de tous ces métiers, de voir, quoi.
Et de rencontrer des gens qui l'ont fait et qui l'ont aimé. Voilà, c'est ça. Et qui ont le geste. On a l'impression que la vie professionnelle, ça va être... transmettre avec générosité. Ouais. C'est ça. Parce que à la fois la vie professionnelle, pour beaucoup de gamins, ça a l'air d'être un truc compliqué. Et loin, même, tellement loin. Ouais, on n'arrive pas à imaginer. Ouais. Et puis, Et là, bah, c'est-à-dire les métiers manuels, c'est vrai qu'à l'école, on se souvient, il y avait ceux qui avaient Des bonnes tenu notes. la route, des Oui. bonnes notes pour faire un métier. Et puis il y avait les pauvres, les voies de garage. Alors qu'en fait, c'était pas des voies de garage. Bah non. Moi, Bah, à je- l'heure je- actuelle, plus du tout. Hein. Et c'est vrai que j'aime On en a beaucoup besoin aujourd'hui. toutes ces émissions de cuisine qui starifient les chefs. Ça n'existait pas quand on était petit. Bien sûr. Ouais, à l'époque, c'est pas du tout comme ça. Moi, hein. j'ai eu la chance de recevoir des chefs en même temps que des stars de la chanson ou du cinéma. Et donc, ça, c'est important. Donc, tous ces métiers-là sont des métiers, finalement, qui sont valorisés par ceux qui les transmettent. Mais oui. Et en plus, encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Il y a 150 associations en France. Ils sont dans 52 départements. Ah oui, donc on les trouve quasiment partout. Ah ouais, on les près de trouve chez nous. quasiment partout. Et Ça s'appelle, on rappelle le nom, l'outil en main. l'outil en main. L'outil en main. Et, Et qui les appelle alors? Les parents, les enseignants? c'est les parents qui les appellent. Donc là, pour l'instant, il y a 2417 élèves qui ont participé au programme. Ah oui. Il y a 3150 bénévoles. Ah oui, c'est... Oh là là. C'est, je trouve ça fort. Oui, il y en a qui vont au tennis, d'autres ils vont là. quoi. Voilà, Ah oui, c'est ça. Mais Il c'est y en a qui font important ça. pour tous les gens qui ont eu un savoir-faire et qui ne savent pas quoi en faire, c'est le transmettre. Donc ils peuvent déjà eux contacter l'association. Ouais. Et puis ceux qui veulent, donc les parents appellent. Et c'est les parents qui appellent, c'est ça, c'est les parents qui appellent. Alors, c'est pas gratuit, ça a un coût. Ça coûte entre 60 et 200 euros. À l'année. Ah, à l'année. Évidemment. Et pendant une année, on peut découvrir plein de métiers. Ah, ah oui, c'est le but. On découvre un maximum de métiers. Donc le mercredi, on y va. Le mercredi, on y va, on découvre un métier. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça... J'adore. Pourquoi j'ai pas connu ça? Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, par exemple, il y a un élève, voilà, il a 11 ans, il fait un vitrail. Voilà, Normal. normal. Ouais. Tranquille, voilà, Il y a un arrive, petit bon. gamin mercredi, il fait une cathédrale. Atelier vitrail. Un début. Et ce qu'il y a, c'est que le vitrail, il l'emmène avec lui. C'est pas quelque chose qu'il va revendre après ou quoi. Non, il l'emmène avec lui. C'est On va revendre que c'est que cette. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas genre on le fait travailler ou quoi que ce soit. Non, c'est juste Ah c'est oui, pour oui, lui. d'accord. Voilà. Oui, mais- Et il l'amène chez lui et en fait ça lui donne confiance en lui parce que Il voit qu'il est capable. Il voit qu'il est capable de faire ça. Exactement, ouais. Et jusqu'à quel âge on a le droit de faire ça? 14. 14. 14 ans, ouais. 9 à 14, ouais. Mais t'as 15 ans et demi, c'est dommage. t'as À peine, j'ai raté. Non, mais c'est vrai que pour beaucoup d'enfants qui manquent de confiance Ah en oui. eux, qui ne savent Exactement. pas où ils sont, où on se dit, bon, bah, je sais pas trop. Ou l'école leur fait comprendre qu'ils Mais sont en oui, situation mais d'échec oui. ou de détresse scolaire, parce que Non, j'aime ce là, mot. et puis ça Souvent, c'est ça ce qui se réapprend passe. aussi. Notre société, elle va trop vite. Là, un geste de n'ébéniste ou de colère, Ah oui, oui. il faut prendre le temps, il faut le refaire. Mais ça, c'est comme apprendre la guitare, hein, tu vas voir. hein. Écoutez-le, on a l'impression que c'est lui qui a inventé la société. J'ai pas inventé l'association. Mais quand je donnais des cours de guitare, et toi, tu vas voir, quand tu es donné, tu vas ouais, je veux savoir jouer ça. Non, il faut Moi, du je veux temps. tout de suite savoir jouer un morceau de Céline Dion. Mais c'est possible. Mais c'est du Pour travail. Alimata. Voilà, il faut apprendre les gestes doucement. Et il faut y revenir. Bon, merci beaucoup. Merci, Eddie. Ah oui. Merci, on a Merci. envie d'applaudir. On a envie d'applaudir mes camarades. Et ces gens qui font des choses formidables dans cette société. Vraiment, merci beaucoup. Un petit mot de la fin. France, vous avez traversé l'Atlantique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Absolument, merci. C'est vraiment un privilège. Puis j'ai adoré ce que j'ai découvert, des idées à rapporter avec moi. On va venir vous voir comme ça au Québec, Oui. dans le Québec. Catherine, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, moi, je soutiens de tout cœur toutes ces initiatives qui à la fois permettent de rendre finalement tout le monde heureux, de partager ce qu'on a de meilleur et de donner à chacun l'espoir de cette capacité de faire de sa vie quelque chose de beau à chaque instant. Si je peux vous prendre comme jingle. C'est magnifique. C'est exactement le sens de ce qu'on fait ici tous les jours. Et je rappelle que vous avez publié beaucoup de livres qu'on conseille. Libre d'être femme. Alors là, voilà, il suffit d'être une femme, mais un homme peut le lire aussi. Hein, c'est important de le dire. C'est ouvert. Puis la musique, on a le droit. Ah non, on peut pas s'ouvrir, on peut pas l'ouvrir. Quand on est homme, on n'arrive pas à l'ouvrir. Et puis la musique des anges, ça c'est le livre, voilà, C'est mon livre. qui a sauvé Alimata, c'est C'est le le mien. Et puis c'est important parce que elle a écrit son histoire sans que ça soit. Elle pensait pas que ça serait publié, sinon elle aurait enlevé les 3/4. Mais elle a écrit son histoire. C'est la première fois depuis que je suis né que j'entends parler de l'excision de cette manière-là et qu'on parle effectivement et à la fois de ce qui est douloureux et à la fois de cette reconstruction. Et c'est pas seulement. Finalement, je crois qu'on parle pas que d'excision, on parle de tous ceux qui ont vécu une épreuve, qui ont été victimes et qui se sentent parfois désespérés en pensant qu'il n'y a pas d'après. Et quand vous dites à quel point vous étiez down, comme on dit, vous étiez déprimé, voilà, elle est là pour témoigner, parce que moi je considère que ça se voit pas évidemment aujourd'hui. Donc Mariana, l'écorchée vive, parce qu'évidemment j'étais troublé par le prénom, parce qu'évidemment là vous avez fait semblant de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, mais c'est de votre histoire dont on Ah, parle. mais quand vous mettez à distance, vous êtes plus à même d'analyser. Voilà, mais Exactement. mettez Et il y pas a trop de beaucoup distance. d'humour aussi.
Elle C'est raconte important de plein le d'autres dire. choses. C'est important de le dire également. Donc merci à vous et merci pour Merci la à vous. confiance. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Voilà, et elle m'a dit en début, je veux que ce que je vais vous raconter, c'est quoi les mots? Je vais vous en souvenir pour toujours. Là, je me suis dit, j'espère que ça sera gravé en vous. Et on s'est vu aujourd'hui, je sais pas si on se reverra un jour, mais j'espère que ça va rester dans votre mémoire. Je sais déjà que ça va rester dans ma mémoire. Merci beaucoup. Merci à vous et merci les camarades d'avoir partagé, parce que comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci de nous en avoir fait gagner. Merci à tous. Si vous aimez les belles rencontres, demain vous serez bouleversé par le témoignage de Zaya Ziwani. Zaya a su très tôt qu'elle se consacrerait à la musique. Son rêve, devenir chef d'orchestre, très rare pour une femme. Très vite, ses ambitions vont être confrontées au machisme et à la jalousie, mais la flamme intérieure de cette femme exceptionnelle restera la plus forte. Du haut de mes 13 ans, j'avais pas du tout l'impression d'être une élève, mais que j'étais une artiste. Le professeur d'orchestre, il me dit « Mais concentre-toi sur tes études ». Il dit « C'est pas du tout fait pour les femmes, oublie cette idée ». Je me suis réfugiée dans le travail. Pour moi, c'était ma façon aussi de me protéger et de prouver par les actes qu'on pouvait justement changer le regard des autres, que je puisse être légitime devant ces gens-là en dirigeant. Il faut y croire, à force de travail, de persévérance, d'investissement, on est rarement